Bonjour tout le monde. Bonjour Yann. Ben, écoutez, bienvenue à tous. Mon nom est Charlène Brulard et je suis la directrice de Parkinson Esprit. Je suis vraiment impressionnée par le nombre de personnes aujourd'hui. En fait, je savais que vous étiez intéressés par la conférence parce qu'en fait, on avait déjà invité Dr L'Espérance à venir nous voir il y a presque 3 ans, mais je pense que c'est une conférence là, qui est d'actualité. Votre présence, je pense, en témoigne. Alors, merci beaucoup. Et puis, je suis certaine que vous allez apprécier la conférence pour avoir déjà vu Dr L'Espérance. Je pense que vous allez avoir réponse à beaucoup de vos questions. Si ce n'est pas répondu, de toute façon, on va faire en sorte que vous puissiez avoir toutes les réponses. Alors, je souhaite la bienvenue aussi aux gens qui sont en ligne parce qu'on a des gens partout à travers l'Estrie qui sont membres de Parkinson Estrie qui souhaitent aussi avoir l'information. Bonjour à vous qui sont en ligne et puis on prendra vos questions aussi à la fin pour s'assurer que vous soyez aussi répondus. On va essayer de trouver des chaises pour ceux qui arrivent en arrière et puis on va débuter la conférence. Alors, bienvenue, M. L'Espérance. Je vous remercie infiniment encore d'être présent pour Parkinson Estrie et puis bonne conférence. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais je ne fais pas un tour de chant. On a de la magie ni de l'humour. Alors, merci beaucoup d'être là en si grand nombre. C'est très intéressant. Donc, mon nom est Georges Espérance. Je suis neurochirurgien. Retraité, ne vous inquiétez pas. Oups, ça marche pas. Avez-vous mis votre petit truc sur là-dessus? Ça là, il fonctionnait. Bon, ça va bien. C'est toujours... Attendez un petit peu, je vais essayer d'installer celle-ci, sinon je vais passer là. Ça là, il y a une bibliothèque, finalement. Moi, ça fonctionne ici, mais pas là-bas. C'est intéressant. Bon. Alors, écoutez, je vais me mettre à côté de l'ordinateur. C'est moi qui va passer. Si vous y allez passer, je sais pas. Voilà, comme dans le temps. Suivant, s'il vous plaît. Donc, je suis neurochirurgien retraité. J'ai fait pendant toute ma carrière de la neurochirurgie, surtout de la traumatologie, de la neurochirurgie générale. Je suis encore professeur à la clinique à l'Université de Montréal et cofondateur d'un cours de médecine d'expertise. Président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité depuis 2014. J'ai ajouté un petit quelque chose ici. J'ai été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec en juin 2019. C'est gentil, mais ce n'est pas tellement par narcissisme que je vous dis ça. C'est parce que il y a 20 nommés par année. 20 par année à peu près. C'est pas pour moi, c'est parce que ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'un pays comme le Québec peut nommer dans l'ordre national de son pays des gens qui s'occupent d'aide médicale à mourir. Donc, c'est pour ça que je trouve ça remarquable. Nous avons une chance inouïe pour ça. Il y a Charlène qui m'enlève toutes mes affaires. Je trouve ça inouï que dans un pays comme le nôtre, on puisse célébrer, si je peux dire, une loi aussi importante que celle de mourir de la dignité. C'est pour ça que je le mets ici. Bon, ça fait vraiment peur. Non, c'est parce qu'en fait, prenez celui-là. Essayez de prendre celui-là. Que je pense qu'il y a encore. Oui. Vous n'avez aucun conflit d'intérêt, merci beaucoup. Et je suis prestataire d'aide médicale à mourir, c'est-à-dire que j'évalue les patients et je donne l'aide médicale à mourir. Je vois madame qui est déjà prête à écrire tout ce que je raconte. C'est vrai, ce sont des paroles d'or, de raison. N'écrivez pas. Toute la présentation est déjà donnée à Mme Charlène, qui va pouvoir vous l'envoyer par courriel à toutes les personnes. Et c'est une présentation qui est plus extensive aussi, avec plus de diapositives. Fait que voilà. Donc, l'association a été fondée en 2007 par Mme, il y a un petit, oui, Mme Hélène Bolduc, fondatrice en 2007. Nous sommes 7 bénévoles sur le conseil d'administration et depuis 2020, nous avons une subvention du gouvernement du Québec qui nous a permis d'engager une directrice générale qui est extraordinairement active. Et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Maître Jean-François Leroux, qui est avocat en droit de la santé et qui est pro bono pour nous. Maître Leroux était le deuxième avocat dans la cause de la Dutruchon de janvier-février 2019.
qui a ouvert encore plus l'aide médicale à mourir. Maître Witt, un ami, nous donne souvent de l'aide comme ça. En juillet 2024, nous avons été reconnus comme organisme de bienveillance à des fins fiscales. Tous nos fonds viennent de dons, in memoriam ou autres. Et puis, comme on est toujours un peu ratoureux, j'ai mis juste en avant sur le petit bureau à l'arrière, autant à côté d'une gourde bleue, verte, bleu-vert, un petit pot où vous pouvez mettre vos dons, 25 sous, 50 sous, 2 $, 5 $, comme vous voulez, ce qui nous permet d'avoir des fonds pour, en particulier, s'occuper ou gérer notre site web, parce que ça coûte de l'argent faire ça, et notre subvention, évidemment, n'est suffit pas. On accepte tous les dons jusqu'à 100 000 $ dans le petit peu. L'association, alors oui, je voulais vous dire aussi de toutes les conférences sont strictement données à titre bénévole. Ce qu'on demande à des organismes comme Parkinson, Estrie ou autres, c'est de nous donner à l'association pour ce type de conférence. Voilà. Et moi, c'est pas pour moi, c'est pour l'association. Donc, l'association œuvre pour assurer que les lois permettent à chaque citoyen de choisir et d'obtenir des soins de fin de vie, notamment l'aide médicale à mourir, conforme à sa conception personnelle de dignité. À partir de janvier 2026, nous allons ouvrir encore plus l'association pour inclure dans ça aussi l'aide aux proches aidants, l'aide aux gens qui ont accompagné quelqu'un pour l'aide médicale à mourir. Donc, ça fait partie de nos projets pour les années qui viennent. Nous avons un volet militant et un volet éducatif. Je passe par-dessus ça facilement. Nous avons aussi des collectifs régionaux. Il n'y a pas encore de collectif de l'Estrie. On espère bien que quelqu'un éventuellement pourrait s'intéresser comme être bénévole puis partir un collectif de l'Estrie. Le plan ce matin, enfin cet après-midi, excusez-moi, c'est de parler des directives médicales anticipées. On va dire un petit mot là-dessus. On va parler plus précisément des critères actuels pour obtenir l'aide médicale à mourir aujourd'hui en 2025-2026. Je vais vous parler quelques secondes de l'avenir et on va insister un peu plus sur les demandes anticipées. Alors ici, vous avez deux qualificatifs, directive médicale anticipée et demande anticipée. Demande anticipée, c'est pour l'Alzheimer, c'est ce dont vous entendez parler depuis quelques mois, depuis un an en fait, dans les médias pour les gens qui ont une maladie telle l'Alzheimer. Donc c'est le même qualificatif, mais ce n'est pas la même chose. À main levée, qui ici a fait ces directives médicales anticipées? Eh, bravo! C'est parce que je suis venu il y a quelques années, c'est bon. Tout le monde devrait faire ses directives médicales anticipées. Bravo pour ceux des personnes qui l'ont fait. C'est dans la loi 2 du Québec depuis le tout début, les directives médicales anticipées. Ça n'appartient qu'au Québec. Les autres provinces n'ont pas ça. C'est spécifique au Québec. Mais le gouvernement n'a pas fait beaucoup de publicité là-dessus, malheureusement. Qu'est-ce que ça fait, la directive médicale anticipée? C'est propre à chaque citoyen. Vous écrivez votre demande, votre directive médicale anticipée. Si vous envoyez ça à la RAMQ, c'est strictement pour vous. Ça va être Mme Tartampier. Est-ce qu'il y a Mme Tremblay ici ou M. Tremblay? Non, parfait. On dit ce que Dieu va rouler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Gertrude? Non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Gérard? Parfait. Pas obligé de changer pour dire ce que Dieu veut. Merci. Donc, les directives médicales anticipées, c'est propre à chaque citoyen. C'est très, très important. Ça consiste à quoi? Ça consiste à dire si vous arrivez à l'hôpital, que vous êtes dans le coma, soit parce que vous avez eu un accident vasculaire cérébral, vous avez été frappé, n'importe quoi, vous n'êtes pas capable d'exprimer vos propres souhaits de ce que vous voulez. Admettons que vous n'avez aucune famille, aucun enfant. Ça, c'est une chose. Donc, ça va éviter l'acharnement thérapeutique. Inquiétez-vous pas, madame, je la vois avec des gros points d'interrogation dans les yeux. Si vous arrivez, sont faites vos directives? Bon, il faut changer de bord. Madame, si vous arrivez à l'hôpital, ce sont pas faites, hein? Si vous arrivez à l'hôpital, parce que vous êtes dans le coma, vous avez été frappé par un camion ou une voiture, n'importe quoi, et vous êtes tout seul, il n'y a personne qui vous accompagne. Ben, les docteurs vont faire ce qu'ils font mieux dans la vie. Ils vont sauter sur madame, sauter sur vous. Ils vont mettre des tubes dans tous les trous qu'ils trouvent, puis s'il manque de trous, ils vont en faire d'autres, mettre d'autres. Ça, on fait ça très, très bien. Et là, on va faire des tests, on va faire des examens, des scans, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a une hémorragie cérébrale, pourquoi être comme ça. On va quand même faire des tests et puis on va vous examiner, on va vous garder comme ça pendant 24 heures, 48 heures. Et si jamais il n'y a aucun espoir possible, ben là, on peut vous garder un petit bout de temps.
Mais si vous avez fait vos directives médicales anticipées, ça va vous permettre de dire, comme si vous étiez conscient, de dire, hey, moi, docteur, non, je ne veux pas être soumis sur respirateur, je ne veux pas rester dans cet état-là. Par ailleurs, admettons que madame, je vais prendre quelqu'un au hasard, admettons qu'une dame, Gertrude, a une fille, puis sa fille, elle s'est occupée d'elle pendant les 5 dernières années. Elle s'occupe d'elle à tous les jours. Elle sait très bien que sa mère, Gertrude, elle ne veut pas rester comme ça sur un respirateur longtemps. La fille va arriver, puis elle va dire, maman, elle ne veut pas ça. Elle va parler avec l'équipe traitante après quelques jours. Bon, il n'y a pas de chance, ça s'améliore. Donc, on va enlever le respirateur. Très bien. Mais, Gertrude, elle avait aussi un fils. Et son fils, lui, il habite en Alberta. Il voit sa mère une fois par 5 ans. Et lui, il va arriver et il va chicaner avec sa sœur parce qu'il n'est pas content du tout de ça. Lui, il veut garder sa mère en vie. Puis il est certain que si on n'est pas capable au Québec, parce qu'on n'est pas bon, ben, il va l'amener en Alberta, puis eux autres, ils vont la ressusciter, c'est sûr. S'ils ne sont pas capables dans l'Alberta, ben, l'amener aux États-Unis, c'est encore mieux, c'est sûr qu'ils vont la garder. Fait que là, la chicane pointe. Puis je vous garantis que les chicanes entre proches, ça existe. Ça existe à l'urgence, ça existe aux soins intensifs, ça existe aux soins palliatifs. Mais si vous faites vos directives médicales anticipées, non seulement ça évite l'acharnement thérapeutique, mais ça évite aussi des discussions difficiles entre les proches. Puis imaginez que Gertrude a juste une fille. Imaginez que Gertrude, sa fille, plutôt, elle est un petit peu sensible, puis elle discute avec l'équipe traitante, là, les médecins lui disent, ben, écoutez, je pense qu'il faudrait qu'on démarre ça. Ben, elle va peut-être avoir de la culpabilité de ça. Et ça, c'est pas facile à porter non plus. Tandis que si Gertrude a fait sa directive médicale anticipée, c'est comme si c'est elle qui parlait à l'équipe traitante, fait que ça enlève la culpabilité à tout le monde. Ce qui est aussi intéressant dans la loi du Québec, c'est qu'il y a un caractère contraignant pour le personnel soignant. Fait que vous avez écrit vos directives médicales anticipées, vous dites je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, on y revient dans une minute. Mais si vous tombez sur un médecin à l'urgence ou aux soins intensifs, qui disons qu'il est catholique, rigoureux, de non-musulman ou n'importe quelle autre religion, mais lui, c'est la religion. Puis lui, il ne veut pas vous débrancher, là, parce que c'est le bon Dieu qui est supposé faire ça. Mais dans la loi du Québec, il y a un caractère contraignant pour le personnel soignant. Fait que si vous tombez sur quelqu'un qui a un niveau de moralité qui, lui, est au-dessus de tout le monde, ben non, c'est vos directives qui comptent. La façon de faire vos directives médicales anticipées, c'est soit d'aller voir directement sur notre site, soit d'aller voir sur l'Internet directives médicales anticipées. Il y a un beau petit document comme ça, c'est très bien fait, c'est facile à lire. Et puis, l'autre façon aussi, c'est d'écrire à la RAMQ ou de téléphoner plutôt. Ils vont vous envoyer directement le formulaire. Vous le renvoyez, ça va vous coûter un temps. Et pour vous faciliter encore plus les choses, il y a tout à l'heure, comment elle s'appelle, votre adjointe? Christine. Christine va descendre des papiers où c'est indiqué ou téléphoner pour avoir vos directives médicales anticipées. Voilà. Mais vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir dans vos directives médicales anticipées. Il y a 3 grandes situations cliniques. On va dire, vous êtes dans le coma. Fait que mettez ça au plus simple. Vous êtes dans le coma, quelle que soit la raison. Et on va vous demander pour chacune des 3 vignettes cliniques, est-ce que vous consentez à avoir de la réanimation respiratoire, de la dialyse rénale, d'hydratation forcée. Si vous consentez à tout, faites pas vos directives médicales anticipées, les docteurs vont le faire très bien pour vous autres, et les infirmières aussi, inquiétez-vous pas. Mais si vous refusez, bien là, il faut faire vos directives médicales anticipées. C'est pour ça que c'est bien important. Donc, vous pouvez obtenir le formulaire, ça va être donné tout à l'heure. Donc, les directives médicales anticipées, tout le monde devrait le faire à partir de l'âge de 18 ans. Que vous soyez malade ou pas, ça n'a pas d'importance. Faites vos directives médicales anticipées, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. C'est différent des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, ce dont on parle dans les médias depuis 1 an maintenant. On va y revenir plus tard. Certains d'entre vous ont peut-être déjà un mandat de protection pour leurs parents ou pour un oncle ou quelque chose. Je vois monsieur qui dit oui. Un mandat de protection, ce qu'on appelait avant les mandats en cas d'inaptitude, c'est le mandat de protection au bien. Admettons que madame ici, avez-vous encore vos parents, mère ou père? Non, y a-t-il quelqu'un qui a encore son père ou sa mère? Vous? OK. Il ne faut pas faire d'intérêt. Donc, vous avez votre mère qui dit, bon, ben là, moi, là, regarde, Sylvie, là, vous appelez Sylvie. Sylvie, je suis plus capable de m'occuper des chèques d'appartement, là, je me mêle tout le temps là-dedans, puis je fais pas mes comptes à l'épicerie, puis ma visa, ça ne marche pas. Vous, tu vas t'en occuper. Là, fait que là, vous allez aller à la banque, et puis ils vont dire, ben là, à partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper des comptes de mon banque.
Ça, c'est demander d'aptitude au bien. En général, de façon très générale, lorsqu'on est rendu à cette étape-là, les gens sont encore aptes à décider pour eux-mêmes. Ce n'est pas une question d'inaptitude, c'est une question de ne plus avoir trop d'intérêt à ça, de se mélanger. La deuxième partie, c'est le mandat de protection à la personne. Là, la personne est devenue inapte. Et là, elle ne peut pas décider pour elle-même. Par exemple, si elle va à l'hôpital. Donc, Sylvie, ici, va décider pour. C'est-à-dire que c'est elle qui a un mandat de protection à la personne. Et si sa mère doit être opérée en urgence, bon, ben là, les docteurs vont demander à Sylvie est-ce qu'on l'opère, madame, ou pas. Ils vont discuter avec l'équipe traitante. Ça, c'est le mandat de protection à la personne. C'est plus rare, c'est plus loin dans la maladie de façon générale. Mais vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir par un mandat de protection. On va regarder les critères actuels pour obtenir l'aide médicale à mourir maintenant. Alors, pourquoi l'aide médicale à mourir? D'abord, c'est le respect du principe d'autonomie de la personne. Vous le savez maintenant de nos jours, ce n'est pas le médecin ou le curé qui va décider ce qui est bon pour vous. Nous, comme médecins, puis le curé encore plus, doit vous expliquer, surtout les médecins, on va dire les infirmières, on doit vous expliquer c'est quoi votre maladie, c'est quoi le diagnostic, quels sont les traitements, quels sont les avantages, les inconvénients des traitements. Et là, vous décidez avec ce qu'on appelle en toute connaissance de cause, avec un jugement éclairé. C'est vrai pour tous les traitements. Donc, c'est ça que les médecins, on a une obligation déontologique. Donc, c'est vous-même qui décidez si vous voulez des traitements ou pas. Un exemple, Madame Gertrude, de 55 ans, on lui trouve un cancer du sein. Normalement, tous les gens vont prendre tous les traitements qu'on leur propose. Un cancer du sein, une femme sur 8, mais dans beaucoup de cas, ça se passe bien. Mais il peut y avoir une récidive au bout de 10 ans, 15 ans. Arrive notre même Gertrude, à 70 ans, il y a une récidive de son cancer du sein avec des métastases. Et là, le docteur va lui dire, ben, on pourrait vous faire de la chimiothérapie, puis on pourrait vous faire une autre chirurgie. Non. Moi, là, la chimiothérapie, j'y ai goûté il y a 15 ans, là. Puis, ça ne me tente pas. Je n'ai pas envie de me vomir mon âme, là, pendant encore des jours et des semaines. Fait que j'arrête là. OK. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ben là, vous allez avoir peut-être quelques mois de plus, puis vous allez finir par mourir, mais on va vous accompagner. C'est ça le consentement éclairé. Personne n'est obligé de subir des traitements contre son gré. Fait que ça, c'est le respect du principe d'autonomie et le respect du principe de dignité. Au début, quand il y a eu la loi sur l'aide médicale à mourir, il y en a plusieurs qui disaient ça n'a pas de bon sens, les docteurs vont se promener partout, puis ils vont donner l'aide médicale à mourir à Pierre Jean-Jacques, puis ils vont aller dans les CHSLD, puis ils vont dire vont les regarder, ils vont dire, on fait un clin d'œil, c'est correct qu'on y en donne encore. Et elle, non, elle, comment elle procède à ça, c'est pas vrai du tout, du tout, du tout, c'est pas le même du tout que ça se passe. C'est les gens qui demandent eux-mêmes l'aide médicale à mourir. Et qu'est-ce que c'est les derniers chiffres que nous avons? On les a depuis la semaine dernière, les chiffres de la Commission des soins de fin de vie. En 2024, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, il y a eu 7,9 % des patients décédés au Québec qui l'ont été par aide médicale à mourir. Au départ, même s'il y en a qui disaient que ça allait être une hécatombe, c'est pas vrai. On a actuellement même pas tout à fait 8 % de gens qui sont décédés par aide médicale à mourir. L'immense majorité de la population au Québec, dans tous les sondages depuis au moins 10 ans, sont favorables à l'aide médicale à mourir, plus de 90 %. Puis même au Canada, hors Québec, c'est plus de 85 %. Donc, c'est tout à fait légitime. On regarde ici une courbe. En 2015, en bas complètement à gauche, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'aide médicale à mourir, officielle en tout cas. Puis vous voyez qu'au début, les lois, tant au Québec que plus tard au fédéral, il fallait que le patient soit en fin de vie. Donc, essentiellement des cancers avec des métastases, puis essentiellement insuffisance cardiaque ou pulmonaire très avancée. Donc, vous voyez que courbe, progressivement, les gens savaient qu'il faut avoir l'aide médicale à mourir. En 2021 est arrivée la cause de Dutruchon. Des gens qui ont contesté le fait qu'il fallait être en fin de vie et qui ont contesté le fait, dans le code criminel, qu'il fallait avoir une mort naturelle raisonnablement prévisible selon le code criminel. Et donc, Mme Gladu et M. Truchon ont contesté cette loi. Janvier-février 2019, et la juge Baudouin de la Cour supérieure du Québec, en septembre 2019, a donné une décision qui est extraordinaire. Ceux qui s'intéressent pour aller la lire, c'est superbe. Et donc là, le critère d'être en fin de vie et de mort naturelle raisonnablement prévisible a été enlevé parce que non constitutionnel. Pourquoi? Parce que ce critère-là ne respectait pas, le code criminel, ne respectait pas la décision de la Cour suprême de février 2015 qui avait donné ouverture à l'aide médicale à mourir en disant que l'aide médicale à mourir, c'était pas un homicide,
selon l'article 241 du Code criminel. Donc là, il y a plus de gens qui l'ont eu. Vous voyez, la courbe s'est mise à augmenter un petit peu plus de façon plus aiguë. Puis depuis l'an dernier, 2023, on voit que la courbe commence à nouveau à diminuer tout doucement. Et cette année, sur 78 800 décès au Québec en 2024, il y a 6 200 décès qui l'ont été par aide médicale à mourir, c'est-à-dire 7,9 des décès. Nous pensons tous, le premier, que la courbe va continuer de monter tout doucement, mais sans une grosse progression. Parce que les gens, c'est un choix personnel, soit de l'aide médicale à mourir, soit de la sédation palliative. Donc, c'est pas vrai que tout le monde va avoir l'aide médicale à mourir. De toute façon, il y a des gens qui meurent avec des choses aiguës. Et donc, c'est un choix que nous avons dans notre société. C'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de chances de vivre dans cette société. 75 des gens qui ont l'aide médicale à mourir ont 70 ans et plus, atteints de cancer dans près de 60 des cas, avec un pronostic de survie d'un an au moins dans 82 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est complètement fou et absurde de dire, comme certains l'ont dit en 2014, 15, 16, que le jeune homme de 25 ans qui a une grosse dépression parce que sa blonde vient de laisser, là, va avoir l'aide médicale à mourir. C'est pas vrai. D'abord, perdre sa blonde ou son chum, c'est pas une maladie incurable. On s'entend. Valeur du ça se traite bien de façon générale. Deuxièmement, vous voyez que c'est 82 des gens ont un pronostic de survie. Ça ne veut pas dire qu'ils demandent l'aide médicale à mourir dans les derniers mois. Pour certains, oui. Et pour d'autres, ils le demandent avant. Mais l'aide médicale à mourir va se donner vraiment dans les derniers temps. Alors, c'est tout aussi faux de dire que le patient sort du bureau du médecin, ferme la porte, il vient de se faire donner un diagnostic d'une cochonnerie, et puis il va demander l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas vrai. La vaste majorité des gens veulent survivre, veulent être traités en autant qu'on leur explique c'est quoi la maladie. Qu'est-ce que c'est les effets secondaires des traitements? Quels sont les avantages? Donc, la grande majorité vont avoir des traitements. À un moment donné, ça devient trop difficile, ça devient trop dur à porter. Où est-ce que ça se fait? 52 en centre hospitalier, 28 à domicile, CHSLD 9 maison de soins palliatifs 10 Les maisons de soins palliatifs, au tout début, il y en avait une seule qui donnait l'aide médicale à mourir quand la loi a été acceptée, c'est la maison Aline Chrétien à chez William, parce qu'elle avait été fondée à peu près en même temps que la loi. Il y avait 36 ou 37 maisons de soins palliatifs. Il y en a plusieurs qui refusaient pour des raisons religieuses. On l'a inventé toutes sortes de femmes, mais c'est essentiellement religieux. Et depuis novembre 2024, toutes les maisons de soins palliatifs au Québec sont obligées d'offrir l'aide médicale à mourir si un patient le demande. Fait qu'ils peuvent dire, ils peuvent pas dire, ils peuvent pas évoquer l'objection de conscience. L'objection de conscience existe pour des individus, médecins, infirmières auxiliaires, pharmaciens, qui vous voudrez, mais pas pour une institution. Donc ça, c'est réglé de ce point de vue-là. Alors, je précise tout de suite qu'il n'y a aucune espèce d'opposition entre les soins palliatifs de fin de vie, la sédation palliative continue, les soins de confort, et l'aide médicale à mourir. Chacun va prendre la modalité qu'il veut selon ses propres valeurs, selon ce que lui désire pour son autonomie, sa dignité et la liberté de choix. Il y a beaucoup de gens en maison de soins palliatifs, par exemple, autour ou sur des unités de soins palliatifs à l'hôpital qui vont prendre la sédation palliative continue. C'est-à-dire qu'on les endort. Puis il n'y a plus d'hydratation, puis ils ne s'alimentent plus, donc ils vont mourir de leur maladie. Ils ne meurent pas de sédation, ils meurent de leur maladie parce que là, ils ne peuvent plus s'alimenter. Il y en a d'autres qui veulent l'aide médicale à mourir. C'est un choix tout à fait personnel. Quels sont les critères aujourd'hui en 2025? Au début, peut-être vous avez déjà entendu dire, le fédéral, le code criminel, puis le Québec, c'est deux choses différentes, ils n'ont pas les mêmes critères, mais maintenant, c'est la même chose partout. Pourquoi on parlait de ça? Parce qu'au Québec, on a fait une loi en 2014 et est en vigueur en 2015. Les autres provinces n'avaient pas ça du tout. Les autres provinces avaient encore le code criminel. C'est là qu'est arrivée la décision de la Cour suprême en 2015, qui a obligé le gouvernement fédéral à modifier le code criminel pour ne pas que l'aide médicale à mourir soit considérée comme un homicide. Donc, c'est ça qui a été modifié. Et là, le fédéral, ils ont fait une loi, c'est-à-dire ils n'ont pas fait une loi, ils ont enlevé du code criminel l'aide médicale à mourir. Ce qui fait que toutes les autres provinces, en dehors du Québec, ils sont assujettis au code criminel. Nous aussi, sauf que nous, on a une loi. Ça nous a permis de modifier notre loi, comme par exemple pour les demandes anticipées. C'est ça la grosse différence. Mais les deux lois maintenant se ressemblent complètement. D'ailleurs, le fédéral a pas mal copié la modification du code criminel sur notre loi.
Il faut être assuré que sa carte d'assurance maladie. Pourquoi? Au départ, c'est pour éviter le tourisme médical de gens qui viendraient d'ailleurs pour avoir l'aide médicale à mourir. C'est vrai pour toutes les autres provinces. Donc, quelqu'un de l'Ontario ne peut pas venir au Québec, à moins qu'il y ait une carte d'assurance maladie du Québec et vice-versa. Il peut y avoir des petites exceptions pour ça dans des régions très éloignées, par exemple dans le nord d'Alberta ou de la Colombie-Britannique. Ça peut exister entre les provinces au Canada, mais au Québec, c'est un petit peu plus difficile. Il faut être majeur, 18 ans et plus, puis il faut être apte à prendre ses décisions pour soi-même. Ça, c'est le point le plus important. Quand on évalue un patient pour l'aide médicale à mourir, la première chose que l'on fait comme médecin, évaluateur ou infirmière, IPS, c'est de voir ce que ce patient-là décide par lui-même. Est-ce qu'il est apte à prendre ses décisions par lui-même? Et ça ne veut pas dire qu'il est capable de compter à 100 jusqu'à 1 en reculant à -7. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit apte à comprendre sa maladie, qu'est-ce qu'il peut avoir comme traitement, qu'est-ce qu'il va avoir si on lui donne l'aide médicale, qu'est-ce qui va arriver si on lui donne l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ça l'aptitude. On a des critères qu'on peut évaluer. Donc, même si vous avez quelqu'un dans votre famille, mettons votre père ou votre mère, qui va voir son médecin de famille, puis vous l'accompagner, puis vous dire, ben non, monsieur X, M. Tremblay, là, il n'est plus capable de décider pour lui-même. Ce n'est pas à votre docteur de famille ou à quelqu'un d'autre de décider s'il est apte. C'est à la personne qui fait l'évaluation pour l'aide médicale à mourir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai encore trop d'appels de gens qui me disent, ben, on est allé voir notre médecin de famille, puis il dit que là, non, il n'est pas le temps pour lui, là, il ne peut pas décider pour lui-même. Non, on a des critères pour évaluer si quelqu'un a son aptitude pour décider pour lui-même. Donc, il faut que ce soit majeur et apte. Il faut avoir une maladie grave et incurable. Maladie grave et incurable, ça ne veut pas dire un cancer métastatique. Je vous donne un exemple que probablement plusieurs d'entre vous connaissez. Vous connaissez peut-être des gens autour de vous qui ont une insuffisance rénale chronique et qui doivent, monsieur Ferrou de la tête, qui doivent aller à l'hôpital 3 fois par semaine pour avoir une dialyse, c'est-à-dire pour nettoyer leur sang. Ça va très bien pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, mais si à un moment donné, cette personne-là en aura le pompon d'aller à l'hôpital 3 fois par semaine, puis qu'il arrête sa dialyse, il va arriver quoi? Il va mourir, exactement. Donc, c'est une maladie grave, c'est une maladie incurable, même s'il y a des traitements. Souvenez-vous l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de Mme Gertrude qui a eu une récidive de son cancer du sein. Elle n'en veut plus de traitement. Ce n'est pas parce qu'il y a des traitements disponibles que le patient est obligé de les prendre. Le choix d'avoir des traitements ou pas, ça vous appartient à vous, quelle que soit la maladie. Il faut avoir un déclin irréversible de sa situation. Déclin irréversible, ça ne veut pas dire qu'il faut être grabataire dans le fond d'un lit. Déclin irréversible, ça peut être aussi simple que Mme Carter, qui est à l'origine de la cause de la Cour suprême en 2015. Mme Carter, ce n'est pas un cancer qu'elle avait. Mme Carter avait de l'arthrose lombaire. Elle était de moins en moins capable de circuler pour elle-même. Elle avait de plus en plus de douleurs. Et à son âge, elle n'était pas opérable. Puis même si elle avait été opérable, il y a rien qui dit qu'on aurait pu l'améliorer de façon significative. Pour elle, c'est un déclin de ne plus être capable de marcher de façon confortable autour de chez elle, de ne plus être capable d'aller voir ses amis. Le déclin irréversible, ce n'est pas le docteur ou les enfants qui le décident, c'est le patient qui le décide pour lui-même. Même chose pour les souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles. Souffrances physiques, tout le monde le comprend. Souffrance psychologique, je vous donne un exemple vécu, un monsieur de 60 ans, sclérose en plaques, toujours très actif dans sa vie, faisait de la menuiserie, puis à un moment donné, la maladie prend le dessus, il était rendu en fauteuil roulant, puis chaque fois qu'il rentrait dans sa cuisine, qu'il avait lui-même adapté, il voyait toutes sortes de petites choses qu'il n'était plus capable d'arranger parce qu'il n'était plus capable en plus, il était en fauteuil roulant, mais il n'était plus capable non plus de s'occuper avec ses mains. Et pour lui, de voir ça, ces choses-là qu'il pouvait arranger avant, pour lui, c'est une souffrance psychologique. Et donc ça compte aussi. La souffrance existentielle, le plus bel exemple qu'on peut avoir, c'est des gens qui se font donner un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou autre, d'une maladie qui va conduire à la démence. Pour le moment, le patient il est bien. Il va peut-être avoir un peu de souffrance psychologique de savoir qu'il y a cette maladie-là, mais il va surtout avoir une souffrance existentielle. Je sais ce qui va m'arriver et je ne veux pas aller là. Ça, c'est la souffrance existentielle. Alors, si jamais vous avez des gens que vous avez accompagnés, vos parents, vous entendez dire que le docteur vous a dit, ben, vous n'êtes pas rendu là, vous n'êtes pas encore assez souffrante. Laissez faire. Il faut demander quand même une évaluation, soit par un médecin ou une IPS qui fait de l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas aux gens en face de vous à décider si vous souffrez ou pas, si vous avez un déclin irréversible ou pas. C'est la personne elle-même qui doit le dire. Bien sûr, ça prend une raison pour la douleur, là.
Mais il reste qu'à partir du moment où on a une raison pour quelqu'un qui a de la douleur, ben, il faut l'écouter. La seule petite différence actuellement avec le reste du Canada, c'est que dans le reste du Canada, il y a aussi ce qu'on appelle le suicide assisté, qui est un très mauvais terme, qui est en fait de l'aide médicale à mourir par voie orale. C'est-à-dire que le médecin ou l'infirmière donne les médicaments au patient, puis le patient les prend quand il veut. En 2023, il y a eu 7 patients au total dans tout le Canada qui ont demandé l'aide médicale à mourir par voie orale. Nous, au Québec, on n'a pas ça. On a seulement, c'est le médecin qui s'en occupe ou l'infirmière qui donne les injections aux patients par voie intraveineuse. Il n'y a personne qui demande au Québec d'avoir des pilules pour les prendre le jour arrivé. D'un point de vue biologique, ça ne fait pas beaucoup de sens de donner des pilules aux patients qui vont les prendre quand ça donne. Parce que, imaginez quelqu'un, on est dans Parkinson-Estrie ici, je ne ris pas du tout de ça, là, mais c'est la réalité. Imaginez un Parkinsonien qui prend son jus d'orange, puis qui met le pénobarbital dans son jus d'orange, puis qui en renverse la moitié sur son oreiller avant de boire. Il ne sera pas mieux, hein? Il va être pire, puis il ne sera pas mort non plus. Fait que l'autre élément qui, moi, m'apparaît beaucoup plus important, c'est l'élément éthique, l'élément médical. C'est la médecine qui a amené les gens à vivre beaucoup plus vieux, surtout depuis les 80 de la Deuxième Guerre mondiale. Puis je pense que c'est à nous aussi d'accompagner les gens par aide médicale à mourir. Moi, quand je donne l'aide médicale à mourir, comme tous mes collègues, je tiens la main du patient, on injecte avec l'autre main, je le regarde dans les yeux. C'est ce que les gens nous disent, leur dernier mot. Merci beaucoup, docteur. C'est ce qu'ils nous disent dans la très, très grande majorité des cas. Donc, je pense que d'un point de vue éthique, c'est à nous d'accompagner les patients. Quand je dis nous, médecins ou infirmières, pour accompagner le patient jusqu'au dernier. Donc, ça existe au Canada, le suicide assisté, mais c'est très, très peu demandé. Un petit mot là-dessus, vous avez certainement entendu parler de la Suisse. Beaucoup, mais la Suisse, ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, c'est du suicide assisté. À partir du moment où vous êtes accepté, vous allez être pris en charge par tout un groupe. On va vous installer dans une belle pièce, mais l'infirmière et le médecin, si le médecin est là, sont en arrière d'une vitre, comme dans les commissariats de police, là. Et puis, c'est le médecin, le patient lui-même, qui doit prendre les médicaments ou ouvrir la tubulure d'injection intraveineuse. Donc, si vous avez quelqu'un qui est complètement paralysé, bien évidemment, il ne peut pas aller là. Donc, ça, c'est le suicide assisté. Dans les 11 États américains où il y a soi-disant de l'aide médicale à mourir, ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, c'est du suicide assisté aussi. Et en plus, dans les États-Unis, il faut que le patient ait un pronostic de survie de 6 mois ou moins. Qui sommes-nous comme médecins pour savoir que M. X ou Mme Y va survivre moins de 6 mois? En général, les docteurs, on est pas mal bons pour la mort, là, quand le patient respire presque plus et qui est un petit peu bleu. Donc, on sait que ça ne devrait pas trop tarder. Mais passer ça, là, on est mauvais là-dedans. On est bon sur des statistiques. Tel cancer va donner une survie de tant de mois de façon générale. Mais pour tel ou tel patient, on n'est pas bon là-dedans, pas du tout. Il y en a peut-être parmi vous qui avez déjà vécu ça. Un proche qui est aux soins palliatifs, puis on lui dit, on vous dit, avouez la famille, partez pas là parce que ça va arriver ce soir. Là, vous restez là toute la nuit, dans les yeux de même, pas de douche, pas manger. Là, vous en allez finalement chez vous, puis rendu chez vous, on vous appelle pour dire qu'il est décédé. Ou bien non, le lendemain, il est encore là. On est posé à travailler comme médecin en soins palliatifs. Et puis, elle a eu une patiente qui a été là. Il faut avoir un pronostic de survie de 3 mois au moins pour être dans les maisons de soins palliatifs. Et il y avait une patiente comme ça qui est rentrée, c'est 3 mois. Tout le monde était bien sûr qu'elle ne passerait pas les 3 mois. Elle est arrivée quoi après 3 mois? Elle est retournée chez elle à l'année. Fait qu'on est mauvais là-dedans. Donc, la démarche, il faut que le patient signe sa demande lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui signe la demande, excusez-moi, en présence d'un, c'est-à-dire ça peut être le médecin ou une infirmière, ou tout professionnel de la santé peut signer la formule. Fait que si vous en parlez avec votre médecin ou le médecin de vos parents, mettons, puis il vous dit non, non, moi je ne signe pas, je m'excuse, docteur, tu as l'obligation déontologique et légale de signer le papier. C'est tout. Pas obligé d'évaluer le patient, pas obligé de donner l'aide médicale à mourir, absolument pas. Mais l'obligation de signer le papier. Ou sinon, si vraiment ça va contre ta religion, tout ça, prends le papier, va le donner à ton collègue à côté, puis dire est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît, remplir le papier. Ou alors à l'infirmière, ou alors au physiothérapeute, ergothérapeute, chiropraticien. Donc, tout professionnel de la santé peut signer la demande. C'est une obligation déontologique et légale de la fin. La demande va être envoyée au CIUS, aussi, ici à Sherbrooke, ça va être au CIUS, au
gauchiste, en fait. Et là, il y a un prestataire, médecin ou IPS, qui va aller évaluer le patient qui a demandé l'aide médicale à mourir. Il va voir s'il est apte. Il va regarder son dossier, est-ce qu'il y a une maladie grave et incurable, etc., etc. Il va regarder tous les critères. Ça prend 1 heure et demie, parfois un petit peu plus, deux ou trois visites pour évaluer le patient. Bien sûr, si c'est un cancer métastatique et le patient est à l'hôpital, c'est moins long parce que tout est évident, là. Mais pour les autres patients, ça peut être un petit peu plus long parfois. Donc là, le premier médecin, qu'on appelle le premier, en fait, mais c'est celui qui va donner le soin. Donc, lui, il va évaluer le patient s'il répond aux critères. Et là, comme médecin ou IPS, on va classer le patient en une de ces deux catégories. Soit qu'il a une mort naturelle raisonnablement prévisible. Donc, sa maladie va l'amener vers la mort prochainement. On ne sait pas quand, mais c'est la maladie qui va l'amener vers la mort. Par exemple, un cancer métastatique, par exemple, une insuffisance pulmonaire avancée. On sait que le patient, à un moment donné, va mourir de sa maladie. Ou alors, la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible, puis là, on le met dans la deuxième catégorie avec un délai de 90 jours. Ça veut dire quoi? Exemple, la colonne du milieu, mort naturelle raisonnablement prévisible, des cancers, insuffisance cardiaque, insuffisance pulmonaire avancée. Il n'y a aucun délai. Je vois ce patient-là aujourd'hui. Dans son dossier, j'ai déjà le deuxième avis. Soit ça pourrait être son médecin traitant, par exemple, ou un autre collègue. Monsieur ou madame peut avoir l'aide médicale à mourir demain. Ceux qui ont suivi ça depuis le début, vous vous souvenez qu'au début, il y avait peut-être il y avait un délai de 10 jours où le patient devait attendre 10 jours. Heureusement, ça a été enlevé avec la loi en 2021. Le ministre de la Médecine nous a écoutés. On nous dit, écoutez, ça n'a aucun sens, cette histoire-là, 10 jours. Parce qu'il y a des patients qui ne prenaient pas leurs médicaments contre la douleur pour rester aptes à donner leur décision jusqu'à la fin. Donc ça c'est oublier ça, là. Le patient peut l'avoir le lendemain s'il veut. La deuxième catégorie, c'est par exemple sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, Parkinson. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la maladie qui va faire mourir le patient. Le patient peut mourir de d'autres choses, d'un problème cardiaque, mais il peut avoir n'importe quoi d'autre. La plupart du temps, ces patients-là vont mourir avec leur maladie, non pas de leur maladie. Donc, eux autres, il y a un délai de 80. N'oubliez pas de rapporter du lait à la maison. Et du pain aussi. Ça, c'est tellement quand ça sonne, on ne le trouve plus. Et voilà. Ne rougis pas trop. C'est pas grave, ça arrive. Donc là, il y a un délai de 90 jours. Ça ne veut pas dire que le patient doit avoir l'aide médicale à mourir au 91e jour. Ça veut dire qu'il peut l'avoir au 91e jour, mais il peut l'avoir 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Il est éligible à l'aide médicale à mourir, mais il va décider de lui-même quand est-ce qu'il a veut. Moi, comme beaucoup d'autres de mes collègues, on a des patients comme ça depuis 2021. Moi, j'ai des patients qui sont sur ma liste depuis 2021. Je ne les appelle pas tous les jours, je vais voir s'ils sont prêts. Pour toutes les semaines, ils ont ma carte. Ils savent que si à un moment donné, ils en ont ras le pompon, ben là, ils m'appellent, puis là, ben, on va faire des arrangements. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Donc, il y a un deuxième médecin, oui, médecin ou IPS qui va aller évaluer le patient. C'est ce qu'on appelle le deuxième avis. Assez souvent, ça va être le médecin traitant qui ne veut pas, lui, faire l'aide médicale à mourir. Il ne veut pas faire la première évaluation. Mais il va dire, oui, je connais bien Mme Tremblay. Et oui, elle a telle ou telle maladie. Et je la suis depuis 1 an ou 2 ou 3, etc. Et donc, elle est elle est éligible. Alors, tout le reste appartient au patient. C'est lui qui va choisir sa date, c'est lui qui va choisir l'endroit où il veut son aide médicale à mourir, à la maison, au CHSLD, n'importe où, c'est le patient qui choisit. C'est quoi la rivière qui passe ici dans le chapeau? Comment ça s'appelle? C'est pas quoi? Donc, si vous me dites que vous voulez avoir l'aide médicale à mourir avec votre famille, sur le bord de la rivière Saint-François, au mois de juillet, il n'y a aucun problème. Si vous me dites que vous voulez ça au mois de janvier, on va discuter. Si vous me dites que vous voulez l'aide médicale à mourir au Walmart, au centre d'achat, ben, ça ne sera pas possible, ça prend une certaine dignité. Si vous voulez ça à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Vous avez des grosses tentes là, pour des tentes blanches pour les réceptions. Là. On peut faire ça aussi. En Vancouver, ça se fait quand même assez fréquemment. Ici, à cause du climat, c'est moins fréquent. Mais il reste que l'idée en arrière de ça, c'est que le patient va avoir l'aide médicale à mourir là où il le veut, quand il le veut. Donc voilà, n'importe où.
Avec qui vous voulez l'avoir, ça, c'est vous-même, c'est votre propre choix. Il n'y a aucune restriction à ça. Je vous rappelle que l'objection de conscience existe pour donner le soin. Ah ben moi, ma religion ou mon code de déontologie ou le serment d'Hippocrate m'empêche de vous donner l'aide médicale à mourir. Peut-être, mais vous avez l'obligation, cher docteur ou chère infirmière, de faire la demande et de l'envoyer à l'organisme qui s'en occupe. C'est tout. De faire la demande, ça n'amène pas d'autre chose, vous n'avez aucune obligation autre que de la signer. C'est le droit de chaque citoyen d'être évalué pour son aide médicale à mourir, bien sûr, s'il y a une maladie grave et incurable. C'est le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir seulement si le patient rencontre les critères. Alors, un petit mot sur l'avenir. Premièrement, les mineurs matures. Les mineurs matures, c'est ceux qui ont entre 10, 11, 12 ans et 18 ans et qui ont des maladies qui sont très graves. En général, on parle de sarcome, c'est-à-dire des cancers des os avec des amputations progressives. Heureusement, c'est très, très, très rare, heureusement, pour les jeunes. Mais un jeune qui a ça, là, qui passe une partie de sa vie à l'hôpital, à être opéré, à voir des chirurgiens, des infirmières, des psychologues, des travailleurs sociaux, tout ce monde-là, ils sont très matures, ces jeunes-là, bien plus que bien des adultes qui ont le droit de vote. Regardez juste aux États-Unis. Mais c'est pour ça qu'on travaille pour que les mineurs aient aussi accès à l'aide médicale à mourir. Mineurs matures, ça s'entend. Donc, il n'y a pas d'âge précis, mais c'est à partir du moment où on parle de bien comprendre ce qu'il en est. Il y a 2 ou 3 ans, il y a un jeune homme de 17 ans qui a demandé l'aide médicale à mourir au Saguenay. Il avait des métastases d'un sarcome. Il avait été opéré, etc., etc. Et puis, il n'a pas pu avoir l'aide médicale à mourir. Lui, il voulait avoir ça avec ses chums, prendre une bière une dernière fois avec ses chums, puis il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas 18 ans. Et sa mère, maintenant, est sur notre conseil d'administration. Donc, c'est quelque chose de très humain. L'autre élément, c'est les troubles de santé mentale. Troubles de santé mentale, comprenons-nous bien, là, on ne parle pas d'Alzheimer ou de toutes ces maladies-là. On parle de troubles de santé mentale, schizophrénie, troubles bipolaires, dépression récidivante, etc., etc. Ce qu'on appelle les maladies mentales. En fait, on parle beaucoup plus de troubles de santé mentale. C'est un petit peu moins péjoratif, on va dire ça de même. Donc, les troubles de santé mentale, depuis que la loi a été changée en 2021, normalement, c'est une maladie grave et incurable pour beaucoup d'entre eux, pourraient avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mais le gouvernement fédéral a eu un petit peu frileux, puis il a interdit en 2021 l'aide médicale à mourir pour les troubles de santé mentale en disant qu'il reportait ça en 2023. 2023, ils ont porté ça en 2024. 2024, ils ont porté ça en 2027. Pour le moment, les patients qui n'ont, entre guillemets, qui n'ont qu'un trouble de santé mentale ne peuvent pas avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mais vous allez voir qu'il y a des différences avec ça. Parce que si un patient schizophrène a un cancer, il a le droit d'avoir l'aide médicale à mourir à cause de son cancer. Puis c'est pas vrai que les gens qui ont des troubles bipolaires, schizophrénie, etc., sont toujours à côté de leur pompe. Ces gens-là, la plupart du temps, sont aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes s'ils ne sont pas en psychose, puis s'ils sont relativement bien contrôlés. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, puis dans le reste du Canada aussi, pour que les troubles de santé mentale soient admissibles à l'aide médicale à mourir aussi. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont extrêmement souffrants. C'est pas parce que ça saigne pas, c'est pas parce qu'il y a une jambe cassée que c'est pas souffrant. Ils sont très souffrants, les gens qui ont des troubles de santé mentale. Fait qu'on s'entend tous que pour ces patients-là, il faut que le délai soit beaucoup plus grand. En d'autres termes, mettons pour une schizophrénie qui commence assez souvent vers l'adolescence, il faudrait qu'il y ait au moins 15-20 ans d'évolution de la maladie avec tous les traitements scientifiques reconnus. On ne parle pas de poudre de perlimpinpin, on parle de traitements reconnus, éventuellement même un peu plus agressifs, comme par exemple de la sismothérapie, des chocs électriques. Une fois que tu en as eu 2-3 chocs électriques et que c'est pas mieux, là, ça ne donne pas grand-chose de continuer. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus pour que les troubles de santé mentale soient aussi admissibles. Puis là, je vais faire un deuxième éditorial. On espère beaucoup que ça va se faire dans les prochains mois sous le gouvernement, parce que c'est le cas criminel. Donc, sous le gouvernement fédéral actuel, parce que si jamais on changeait de gouvernement d'une autre couleur, là, c'est sûr que c'est bloqué pour des années. Donc, c'est pour ça qu'on travaille pour avoir ça assez rapidement. Je ne vous ai pas dit pour qui voter, mais qui ne pas voter pour qui. Donc, le dernier point, peut-être le plus important pour une majorité d'entre vous, c'est les demandes anticipées. En passant, le Parkinson,
Je vais le dire tout de suite avant de l'oublier. Le Parkinson, c'est une maladie physique, maladie du cerveau physique. Le patient qui a une maladie de Parkinson est tout à fait admissible à l'aide médicale à mourir depuis 2021 sans aucun problème. Il peut l'avoir la semaine prochaine, il peut l'avoir dans 3 ans, il peut l'avoir dans 5 ans. Et les gens qui ont une démence parkinsonienne, c'est à peu près 15%. Ce qui veut dire que la grande majorité des gens gardent toute leur attitude jusque loin dans leur maladie. Donc, il faut bien faire la différence ici. Ce n'est pas parce que vous avez un Parkinson que ça rentre dans les demandes anticipées. Vous pourriez avoir un Parkinson puis faire une demande anticipée si vous avez des signes que vous êtes en train de progresser dans une démence de type parkinsonien. Mais encore une fois, c'est rare, heureusement. Mais ce qu'il faut aussi obtenir, c'est que le Parkinson, de toute façon, il est admissible à l'aide médicale à mourir à partir du moment où vous avez un diagnostic. Il y en a probablement ici qui ont la maladie ou de vos proches. Il y a des gens qui fonctionnent très bien pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans avec une maladie de Parkinson. Vous le savez tous, encore mieux que moi. Ça progresse de façon différente chez un patient puis chez un autre. Donc, ça dépend de chacun. C'est toujours au cas par cas. Donc, la demande anticipée, une fois que j'ai fait cette précision-là, c'est de faire en sorte qu'une personne qui reçoit un diagnostic de pathologie neurodégénérative cognitive. Pathologie neurodégénérative cognitive, là, c'est le grand terme générique pour parler de ce qu'on appelle, en termes médicaux, les démences. Fait qu'au lieu de dire démence, il y en a qui n'aiment pas trop ça, et au lieu de toujours répéter pathologie neurodégénérative cognitive, je vais parler ici d'Alzheimer, parce que c'est plus facile. En plus, l'Alzheimer représente 70% des pathologies dégénératives cognitives. Mais comprenez bien que si vous avez quelqu'un autour de vous qui a un diagnostic de maladie à corps de Louis ou de tout autre type de démence, ça rentre là-dedans. Je vais parler d'Alzheimer, mais comprenez que ça inclut toutes les démences. Donc, ce patient qui a eu un diagnostic peut, par une demande anticipée, obtenir l'aide médicale à mourir au moment où elle le jugera pertinent pour elle, selon ses propres valeurs. Les demandes anticipées sont admissibles au Québec depuis le 30 octobre 2024, donc ça fait 1 an. Le Code criminel, pour le moment, n'a pas encore modifié ça. Donc, tout le reste du Canada nous regarde avec envie, parce que les autres aussi, leurs patients veulent la même chose, puis les médecins aussi. Ils aimeraient ça être capables d'offrir ça à leurs patients pour ceux qui le demandent. Mais au Québec, nous l'avons, le Code criminel n'est pas modifié, puis on travaille fort pour que le Code criminel soit modifié. Et là, je vous ramène à mon éditorial de tout à l'heure. On essaye de faire ça pendant qu'il y a le gouvernement actuel, bien sûr. Je précise encore une fois que les maladies neurodégénératives cognitives, comme l'Alzheimer, ce n'est pas un trouble de santé mentale. Et les troubles de santé mentale, comme bipolarité, etc., ce n'est pas non plus des maladies neurodégénératives cognitives. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, des caractéristiques pour faire une demande anticipée. Il faut avoir reçu un diagnostic de maladie grave et incurable qui mène à l'inaptitude. J'ai ajouté ici lésions cérébrales hémorragiques parce que c'est rare, mais ce serait possible. Mais retenez surtout qu'on parle d'Alzheimer, mais il y a certaines lésions qui pourraient donner ouverture aussi. Mais disons que c'est vraiment à la marge. Cette demande doit être faite lorsque la personne est encore apte. Elle a eu son diagnostic, ça fait pas longtemps, mais elle est encore apte à décider pour elle-même. Si je prends l'Alzheimer, si vous avez un diagnostic au début de la maladie, le pronostic, là, il est sur 8, 10, 12 ans avant que le patient soit vraiment totalement détérioré ou mourir de sa maladie. Donc, il y a quand même de nombreuses années où le patient est encore apte à prendre cette décision sans problème. Et la demande va permettre de recevoir l'aide médicale à mourir lorsque le patient sera devenu inapte. C'est ça que ça sert, la demande anticipée. Je vais vous donner un exemple. Ici, une liste de plusieurs maladies qui conduisent à la démence. Vous avez peut-être entendu parler de maladies à corps de Louis, dégénérescence frontotemporale, etc., etc. Toutes ces maladies-là conduisent à la démence. Retenez qu'on parle d'Alzheimer, mais ça inclut tout ça. Qu'est-ce que c'est la démarche? Il faut avoir eu le diagnostic. Moi, mon père et ma mère, donc quelqu'un vient voir, me dit, mon père et ma mère, ils ont eu l'Alzheimer, puis en sont morts, on ne voudrait pas prendre le champ, je veux faire une demande anticipée. Non. Il faut avoir eu le diagnostic. Il faut avoir eu un diagnostic au début. En général, maintenant, ça se fait au début de la maladie. Madame Gertrude, sa fille va la voir, puis elle trouve son cellulaire dans le frigo, ben on les clés dans la salle de bain. Au palais, on va lui demander qu'est-ce qui se passe, on va prendre un rendez-vous, puis on va regarder où en est son attitude. Mais là, vous avez des années devant vous où le patient est encore apte à bien comprendre.
Donc, il faut être majeur. Tout le reste, c'est exactement comme l'aide à mourir actuellement. Il faut être majeur. Il faut être majeur, il faut être apte à consentir aux soins. Il faut que la demande soit faite de manière libre et éclairée. Demande donc l'aide médicale à mourir, moment, me semble que devrait, ouais. Parce qu'il y a des patients comme ça, on leur dit pourquoi vous demandez l'aide médicale à mourir? Ben, mon fils m'a dit que ça serait bien pour moi. Non, non, non. C'est le patient lui-même qui demande. Il n'y a rien quand j'ai eu un patient qui m'a appelé, un monsieur qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il va dire je me sens bien mal de ça. Ma mère a un diagnostic, puis elle est encore bien, mais je me sens mal. Je ne voudrais pas lui parler de ça, mais ce que j'ai le droit, ben, je dis bien chez vous, vous pouvez en parler. Ça ne veut pas dire que vous pouvez l'obliger, mais vous pouvez lui dire, un moment où tu pensais que peut-être que. Là, c'est le patient qui prend ses décisions. Je vous rappelle qu'il y a 7,9 patients des décès qui sont dus par aide médicale à mourir. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des diagnostics, qui continuent de vivre, puis ils ne veulent pas d'aide médicale à mourir. Mais à prendre une décision libre et éclairée, ça veut dire être au courant aussi de toutes les possibilités, quelle que soit la maladie, incluant la maladie d'Alzheimer. Donc, on divise ça en 2 temps. Le temps 1, c'est tout ce qu'on fait avant que le patient fasse sa demande. Le temps 2, c'est le plus tard, des mois ou des années après, quand on va arriver au moment de donner l'aide médicale à mourir. On va parler ici surtout du temps 1, c'est ça qui vous intéresse. Donc, la personne va parler avec un professionnel de la santé, médecin ou infirmière, de son diagnostic et de là où elle ne veut pas aller dans sa maladie. Donc, on va décrire avec le patient de façon détaillée les manifestations cliniques, les symptômes qui sont liés à la maladie. Vous avez une maladie d'Alzheimer, voici ce qui va vous arriver progressivement dans le temps. Si la personne a déjà connu un patient Alzheimer dans sa famille, bon ben, il sait à peu près ce qui va se passer. Mais si elle n'a jamais connu, ben, il faut lui expliquer qu'est-ce qui va arriver avec cette maladie-là. Donc, c'est là où on doit expliquer aux patients. Et ça prend du temps. Parce que d'abord, le formulaire, il est relatif. Ben, on a fait ça avec quelques collègues. Oups. On a fait une espèce de document qui donne les différents problèmes qui peuvent se produire dans l'évolution de la maladie. Ça, pour le moment, c'est un document maison, mais on est presque à le finaliser là, directement sur notre site pour que les gens puissent le regarder. Donc, ça prend du temps. Vous avez une personne qui a un diagnostic de trouble neurocognitif. Après une demi-heure, 3/4 d'heure de discussion, là, le patient commence à fatiguer pas mal. Ça fait que ça prend une bonne heure, 1 heure et demie, expliquer au patient et à la famille qu'est-ce que c'est que la loi, qu'est-ce que c'est que la maladie, comment ça va se passer. Puis on voit le patient 2, 3, puis 4 fois. C'est sûr que de nos jours, là, avec la loi que les docteurs sont fait mettre sur la tête, de voir un patient 15 minutes comme s'il travaillait dans une usine de T3, là, ils ne sont pas capables de faire ça. C'est pour ça que c'est des gens comme nous, des retraités ou semi-retraités, qui pourront prendre le temps de faire ça. Ce n'est pas du tout une question de rémunération, c'est une question qu'ils sont surveillés s'il ne va pas assez de patients à leur 3e éditorial, ce qui est complètement débile. Merci. Donc, le patient va regarder l'étape qu'il ne veut pas dépasser dans sa maladie. Oups. Ça ne marche plus. Bon, la batterie doit être assez. Ah, peut-être. Attendez un petit peu, je vais passer ici. Bon, je vais passer celle-là aussi. Merci. Donc, on va regarder avec la personne les manifestations cognitives. On va passer avec elle les activités. Je pense que c'est la batterie. Bon. On va passer avec la personne. Bien de marcher encore. Ah. Oui, le mien fonctionne. Si vous avez des batteries, vous pouvez changer. C'est ça. Vous avez des problèmes techniques. Donc, on va passer avec la personne, les activités courantes, les activités quotidiennes, les activités de vie domestique. Est-ce que le patient est encore capable de faire ses courses ou d'aller, etc., etc. La communication, on va regarder le langage, l'écriture. La mobilité, est-ce que la difficulté à fonctionner avec son marche-tête, est-ce qu'il tombe, est-ce qu'il s'enfarge souvent? Donc, on va dire avec le patient, progressivement, quelles sont les étapes que vous ne voulez pas dépasser dans votre maladie. Donc, je vous donne, bon, alors c'est là, ça ne me fait pas celui-là. C'est pas le bon modèle. On n'a pas les bons modèles. Des doubleurs, des trois. C'est des triple A. Je pense. En tout cas, c'est vous allez faire le petit piton. Je vais faire Manon. S'il vous plaît, Manon, piton. Donc, moi, là, c'est des exemples. Je fonctionne comme ça avec les patients.
Je vais prendre madame ici, prenez-le pas personnel, OK? Si vous perdez votre permis de conduire dans votre maladie, c'est une raison pour demander l'aide médicale à mourir. Non. La grande majorité des femmes disent non. Après ça, ils disent je ne veux pas se conduire de toute façon. Les gars, si vous perdez votre permis de conduire, c'est une raison? Non. Les gars, il y en a plus qui aiment leur char, c'est l'exception. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. On descend comme ça toutes les activités qu'on appelle activités de vie quotidienne, vie domestique. Par exemple, l'alimentation. Ah, ben, il y a un autre exemple avant que j'aime bien donner aux hommes. On va changer pour monsieur. Si vous faites votre lavage, puis que votre femme vous surveille, puis vous mélangez la couleur avec le blanc, c'est une raison pour demander l'aide médicale à mourir. Non, hein, vous devez toujours mélanger ça. Hein. On descend comme ça. Et on arrive, mettons, dans du plus dur. Là. Si vous avez besoin d'être alimenté par une préposée ou par quelqu'un de votre famille, ah non, là, si je suis capable de manger par moi-même, ça va être une raison pour demander de l'aide médicale. C'est comme ça qu'on descend toutes les facultés cognitives. Les problèmes de mémoire vont s'aggraver. Je ne reconnaîtrai plus mes enfants. OK, madame. Mais vous avez combien d'enfants? J'en ai 7. Lequel de vos enfants vous ne reconnaîtrez plus? Ah ben, un. OK. Si vous ne connaissez plus un de vos enfants, il faut être plus précis dans toute l'évolution des. Fait que c'est comme ça qu'on descend toute la. Manon Piton. Voilà. Et puis, dans le temps 1, on va aussi désigner, c'est dans la loi, mais ce n'est pas obligatoire, la personne va désigner une ou deux personnes tiers de confiance qu'on appelle. Ça peut être les enfants, prenez quelqu'un de plus jeune que vous, quand même. Là. Ça peut être les enfants, un ami, un proche. Et on va appeler le tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est pas lui qui va dire, parce n'oubliez pas là, que quand on va arriver au temps 2, le patient il est rendu inapte, là, il est placé CHSLD ou RPA sur une unité privée, mais donc il est inapte à prendre ses décisions. Donc, lui, il ne sait pas qu'il est rendu avancé dans sa maladie. Le tiers de confiance, c'est pas lui qui va dire à l'équipe traitante, donnez-lui l'aide médicale à mourir. Non, non. Le tiers de confiance va dire, papa, au moment, est rendu à l'étape qu'il ne voulait pas dépasser. C'est tout. C'est la seule obligation. Ce n'est pas obligatoire non plus parce que le document de directive anticipée, de demande anticipée, pardon, il est dans le registre de la RAMQ. Donc, normalement, si le patient est rendu placé, parce qu'il est inapte, tous les médecins, infirmières ont l'accès à la demande anticipée du patient. Ils vont savoir à quelle étape il est rendu. Par ailleurs, c'est pas dans l'urgence, là. On peut évaluer le patient sur une semaine ou 2 ou 3 ou 4. Il n'y a rien d'urgent dans ça. Mais le patient est rendu à cette étape-là. Et après ça, ben, il y a toute une petite cuisine qu'il faut faire. Il faut faire signer des témoins, etc. Et le médecin ou l'infirmière. Ouais, on fait un c'est bon. J'ai passé. Encore une fois. Merci. Donc, on va compléter le formulaire directement en ligne. Après ça, il faut l'imprimer. Suivante, puis on fait signer le document par des témoins et par tout le monde. Toute la petite cuisine. Là. Puis par la suite, on va le médecin ou l'infirmière, on va le numériser, le mettre directement dans le registre de la RAMQ, puis il va être à la grandeur de la province. Je vous donne un exemple réel. Une dame ici, qui a fait sa demande anticipée. Et elle a écrit, parce que moi je le fais mettre à tous mes patients, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je demande l'aide médicale à mourir lorsque j'aurai atteint l'un ou l'autre de ces symptômes. Les symptômes étant tout ce qui est ici. Pas tous les symptômes, parce que si vous attendez d'avoir tous les symptômes, les patients évoluent différemment l'un et l'autre, donc ça peut être très long. Et c'est pour ça que je leur fais écrire l'un ou l'autre de ces symptômes. Exemple, chez cette patiente-là, lorsque je ne suis plus capable de me nourrir moi-même, elle avait eu un exemple dans sa famille, donc elle savait ce qu'il pouvait y arriver. Ou lorsque j'ai de l'incontinence urinaire ou fécale régulière. C'est le genre de travail que l'on doit faire avec les patients. Mais ça prend 2, 3 rencontres minimum, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à chaque fois avec les patients. C'est pas parce que c'est complexe, c'est parce qu'il faut expliquer tranquillement avec le patient, c'est tout. Suivante, s'il vous plaît. Puis sur l'autre page, nous, comme infirmiers ou médecins, on indique ce que j'appelle, moi, la traduction médicale, c'est-à-dire qu'on met ici des éléments objectifs médicaux. Par exemple, le patient a écrit qu'il ne peut plus s'alimenter lui-même. Nous, on va marquer incapacité d'alimentation autonome ou encore nécessité de médication lourde. Pourquoi?
Parce que moi, si aujourd'hui j'aide une famille, un patient à faire sa demande anticipée, puis que le patient évolue dans sa maladie, il n'y a rien qui dit que quand il va être devenu inapte, dans 3, 4, 5 ans, je vais encore être là. Puis le patient va être placé, fort probablement. Donc, il va y avoir une autre équipe traitante qui va s'occuper de lui, ce ne sera pas moi. Donc, il faut que les médecins ou les infirmières, à ce moment-là, aient des données objectives médicales, parce qu'ils n'ont pas connu le patient quand il était apte. Il faut que ce soit bien clair sur son document. Donc, c'est pour ça qu'on met des données objectives. Suivantes, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut modifier sa demande anticipée? Oui, absolument. Mais il faut le faire pendant que le patient est encore apte, évidemment, exactement comme un testament. Vous pouvez modifier votre testament tant que vous êtes apte. Si vous êtes devenu inapte, vous ne pouvez pas modifier votre testament. C'est la même chose. Suivante. Et là, on va arriver au temps 2, plus tard. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, dépendant de l'évolution de la maladie. Et là, au temps 2, il va se passer quoi? Il faut, selon les termes de la loi, que le patient a formulé une demande conforme à la loi, qu'on vient de voir avant. Il faut que le patient présente de manière récurrente les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande. Donc, ça, c'est correct. Et puis, il y a un article très important dans la loi. Le médecin ou l'un d'eux professionnels compétents, donc exactement comme l'aide médicale à mourir contemporaine. L'aide médicale à mourir actuelle, ça prend 2 médecins ou 2 infirmières, IPS, évaluer le patient, sur la base des informations dont il dispose. Ça, c'est le document. Donc, ça a été écrit lorsque je serai devenu incontinent, etc. Et selon le jugement clinique qu'ils exercent. Ça, c'est très important. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent, pour avoir l'aide médicale à mourir, souvenez-vous des critères. Il faut avoir une maladie grave et incurable, c'est correct. Il faut avoir un déclin irréversible, c'est correct. Quand tu es rendu blessé, tu as un déclin irréversible. Puis il faut avoir une souffrance physique ou psychologique. Comment on peut savoir qu'un patient qui est dément a de la souffrance psychologique ou existentielle? Souffrance physique, bon, s'il y a une sonde urinaire tout le temps ou s'il y a des plaies de lit, on peut savoir que ça doit être souffrant, même s'il ne nous le dit pas, même s'il fait juste crier. Mais on peut s'imaginer que c'est souffrant. Mais la souffrance psychologique, je ne peux pas le savoir, pas plus que la souffrance existentielle. Fait qu'il y en a qui nous disent qu'on ne sera jamais capable d'évaluer ça parce que le patient ne peut pas nous le dire. Ben justement, il ne peut pas le dire. Pas juste moi, la majorité de mes collègues qui pensent la même chose, là, disons, on va dire moins frileux un peu, là. Nous, on va écouter le patient qui a fait sa demande lorsqu'il était apte. C'est ce patient-là qui l'a été pendant 50, 60, 70 ans. C'est ce patient-là qui m'a parlé, qui a écrit sa demande. Si j'ai un patient dément en face de moi, qui suis-je, moi, pour décider qu'il n'est pas souffrant? Il est dément, il ne peut pas me le dire. Puis moi, je ne peux pas plus, en le regardant dans les yeux, savoir s'il souffre ou pas, s'il y a une souffrance existentielle. Donc, pour plusieurs d'entre nous, on va se baser sur notre jugement clinique et sur le fait qu'un patient nous a dit telle ou telle, enfin, a dit sur sa demande telle ou telle chose. Merci beaucoup. Donc, en résumé et en conclusion, suivante. Je peux demander l'aide médicale à mourir quand j'ai 18 ans et plus. Je suis apte à décider pour moi-même. J'ai une maladie grave et incurable. J'ai un déclin avancé. J'ai des souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles. Vos directives médicales anticipées, tout le monde devrait les faire. Ça, c'est bien important, ça va vous protéger, mais vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir. Toutes les démences sont admissibles tant que le patient est en aptitude. Donc, c'est vrai pour toutes les maladies, que ce soit les démences, que ce soit une maladie de Parkinson, que ce soit n'importe quelle maladie, tant que le patient est apte, il peut demander sa demande d'aide médicale à mourir. Je fais ça à l'inverse. Vous pouvez aller trop vite. Oui, c'est ça, c'est parce que je voulais voir s'il y avait une autre. C'est correct. Suivante. Donc, vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir. Suivante. Suivante. Pour une autre personne, pas trop vite, pas trop vite. Ah, OK. Pour une autre personne que vous-même. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir par vos directives médicales anticipées. Mais il faut les faire, par exemple. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir dans votre mandat de protection, qu'on appelle avant un mandat d'inaptitude. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir à l'avance, au cas où il m'arriverait quelque chose. Il faut avoir un diagnostic. Vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir chez votre notaire. Vous pouvez le faire. Ça va vous coûter 500-600 $, mais ce n'est pas lui qui va vous évaluer, ça fait que ça ne vous donnera pas grand-chose. Puis vous pouvez aussi l'écrire dans votre testament, mais là, ça va arriver un petit peu trop tard parce que le testament va être fait, ça vous êtes mort. Suivant. C'est quoi vos options pour tout le monde? C'est les questions qu'on se fait demander de temps en temps. Vous n'avez aucune maladie. Bien, tant mieux.
profitez de la vie, mais faites vos directives médicales anticipées. Parce qu'il n'y a rien qui vous dit que vous n'aurez pas une hémorragie cérébrale, vous n'allez pas vous faire frapper, vous n'aurez pas une cochonnerie qui va vous amener à l'hôpital en état d'inconscience. Vous avez une maladie physique. Alors, moi, j'ai de l'eczéma, je vais demander d'aide médicale à mourir. Parlez pas. Il n'y a personne qui va accepter ça, bien sûr. Mais faites vos directives médicales anticipées quand même. Vous avez une maladie physique grave, un cancer, et une maladie physique et incurable. Faites quand même vos directives médicales anticipées parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver encore une fois. Vous pouvez me trouver plate, mais vous pouvez vous faire frapper. Vous pouvez avoir une hémorragie cérébrale, etc. Mais vous pouvez aussi faire une demande d'aide médicale à mourir, contemporaine qu'on appelle. J'ai un cancer, je ne veux plus de traitement, je veux l'aide médicale à mourir. Parfait. Vous avez une maladie cognitive, Alzheimer. Vous pouvez faire votre directive médicale anticipée comme tout le monde. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous avez une maladie cognitive, vous pouvez faire une demande d'aide médicale à mourir parce que vous avez une maladie cognitive qui est une maladie organique, physique, Alzheimer. Et vous pouvez aussi faire une demande anticipée parce que vous avez une maladie neurodégénérative cognitive. Vous avez une maladie cognitive, par exemple l'Alzheimer, puis une maladie physique, un cancer, une polyarthrite rhumatoïde, un Parkinson. Encore là, vous pouvez faire la directive médicale anticipée, votre demande d'aide médicale à mourir, puis une demande anticipée, c'est la même chose, parce que vous avez une maladie physique, puis vous remplissez tous les critères. Vous avez une maladie mentale, schizophrénie, puis on vous trouve un cancer. Vous avez tout à fait le droit de demander l'aide médicale à mourir. Faites quand même, la personne qui l'a fait quand même sa directive médicale anticipée, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Puis vous pouvez faire une demande d'aide médicale à mourir parce que vous avez une maladie physique qui est admissible à l'aide médicale à mourir. Vous avez une maladie mentale seule, un trouble de santé mentale seul. Pour le moment, vous pouvez seulement faire vos directives médicales anticipées. Vous devriez aussi le faire pendant que tant que vous êtes apte. Suivante. Des gens vont nous demander si j'ai l'aide médicale à mourir, est-ce que je peux donner mes organes? Oui, absolument, ça se fait bien. La seule différence, c'est que si vous avez un cancer, la majorité des cancers ne sont pas acceptés pour donner des organes. Mais il y a quelques cancers, ça c'est Transplant Québec qui s'en occupe, qui vont être acceptés si le patient a une rémission depuis un certain temps. Ça dépend des types de cancers. Mais ça, c'est pour moi qui va c'est tout un autre chapitre là. Mais oui, vous pouvez vous donner vos organes. Le patient qui a une sclérose en plaques, un Parkinson, le patient qui veut l'aide médicale à mourir peut donner ses organes. La seule différence, c'est qu'il faut que ça se fasse à l'hôpital. Parce qu'il faut aller vite, on ne peut pas faire ça à la maison, bien sûr. On fait ça à côté de la salle d'opération. Il y a tout un protocole, mais ça se fait très bien. Les dons de tissus, les cornets, etc., c'est évalué par Transplant Québec. Suivante. Est-ce que si j'ai l'aide médicale à mourir, j'ai le droit à mes assurances? Ou non, ils vont me dire que je me suis suicidé. Tout à fait, c'est dans la loi. Personne ne peut être... les familles ne peuvent pas être enlevées de leurs droits pour l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, c'est pas ça qui fait mourir le patient. Ce qui fait mourir le patient, c'est la maladie pour laquelle il y a eu le soin d'aide médicale à mourir. C'est bien important. Et jusqu'à maintenant, depuis 2015, il n'y a eu aucune réclamation de ce type-là des familles qui ont dit on est refusé par nos assurances, quelle que soit l'assurance vie, toutes les assurances. Donc, il n'y a aucun problème. Puis surtout pour le jour de l'aide médicale à mourir, il n'y a aucune restriction de nourriture, de boisson. Vous pouvez prendre du champagne. La plupart du temps, quand c'est à domicile, on voit ça très, très fréquemment. Il y a une espèce de... Moi, j'ai besoin de célébration de la vie. On rentre là, puis la famille est là, puis la table est pleine de victuailles, puis il y a un verre de champagne. Il y a même une dame, une fois je suis arrivé chez elle, elle avait un verre de vin rouge pour moi. C'était un docteur prenait ça. Je dis, on va tourner. Mais c'est une célébration de vie. Bien sûr, quand on donne l'aide médicale à mourir, le patient dans son lit ou même dans son fauteuil, parfois il y en a qui donnent ça dans le fauteuil, bien là, il y a des moments tristes, bien évidemment, pendant 10, 15, 20 minutes. C'est normal, tout à fait normal. Puis après ça, au bout de 10, 15 minutes, ils s'en vont dans le salon. Là, ça recommence. Te souviens-tu de Charlie, maudit Charlie? Il nous a dit une fois qu'il n'avait pas mis une nombre de mains, puis en fait, ça devait être rien. C'était une conversation pleine. Moi, j'appelle ça une célébration de la vie, tout le temps. Et c'est toujours très beau. C'est fou de dire ça, mais c'est comme ça. Suivante. Une famille qui m'a écrit après le décès de leur maman par aide médicale à mourir. Vous avez fait ce moment douloureux, un beau souvenir. Dans cette tempête, vous nous avez apporté la paix, le calme et la douceur. Et c'est exactement ça, suivante. L'aide médicale à mourir, c'est un soin légitime, légal, moral et éthique
qui n'enlève absolument rien à tous les gens qui veulent aller au bout de leur maladie, plus de 90%, je vous rappelle, suivante. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur notre site, aqdmd.org, Association québécoise pour le droit de mourir dans l'activité, ici aussi, aqdmd.org. Ben, mon affiche commence à être un peu vieille, là, mais on va la changer bientôt. aqdmd.org, vous allez avoir plein de renseignements là-dessus, et gênez-vous pas. Suivante. Ah oui, si vous avez des questions, pour les demandes médicales anticipées, vous pouvez aussi le trouver sur notre site, vous pouvez le trouver directement sur Google. Il y a 2 types de livrets qui sont vraiment très bien faits. Un pour la personne et ses proches, puis un autre pour les médecins, ça vous explique un peu la démarche. C'est relativement court, c'est très bien fait, vraiment. Et puis, ben voilà, vous pouvez avoir tous les renseignements là-dessus suivants. Si vous avez des questions particulières pour un de vos proches, appelez à ce numéro-là, vous allez le trouver sur notre site aussi, c'est marqué, c'est très facile à trouver. Appelez le numéro, laissez votre message. Il y a quelqu'un qui va vous rappeler. On a maintenant le bénévole qui, depuis à peu près 1 an, qui prend les appels, qui est très, très bonne de mieux en mieux, qui est capable de répondre à plein de questions. Puis si jamais ça devient trop médical, ben là, nous transfère les messages suivants. Je vous laisse sur ce coucher de soleil du Bas-Saint-Laurent où j'habite d'habitude. Voilà. Passer aux questions, ça me fait plaisir. Je vous rappelle que, ah oui, il y a des petits papiers qui ont été donnés. Quand vous allez sortir, si vous avez un vieux 30 sous dans le fond de vos poches, je peux mettre dans le petit. Les papiers en arrière, comme ça, au lieu que tout le monde vienne en avant, on va les mettre à l'arrière, comme ça, quand vous allez sortir, vous allez pouvoir le récupérer. C'est les numéros de téléphone. Vous pouvez appeler pour vos directives médicales. On va passer le micro. Allez-y, madame. Oui, Mettez à la fin. le micro proche. Mettez le micro. Plus proche de ça. Ici, c'est pas un médecin qui accepte de gain d'aide à mourir. Mais comment on trouve ce médecin-là? Madame dit que ça dépend comment on fait pour trouver un médecin qui accepte de donner l'aide médicale à mourir. En fait, vous signez votre demande. La demande va être envoyée au CIUS, ici à Sherbrooke, en tout cas, c'est au CIUS. Puis là, c'est eux qui vont s'occuper dans tous les gens qui donnent l'aide médicale à mourir, de dire est-ce que tu pourrais aller voir Mme Tremblay, s'il vous plaît? Puis là, on va appeler Mme Tremblay, puis on va dire ben, on va prendre rendez-vous avec Mme Tremblay. Oui. Vous avez parlé beaucoup d'Alzheimer, c'est pas vrai. Par exemple, quelqu'un qui a une diagnostic de Parkinson et qui fait sa demande anticipée, d'accord? Mais qu'au moment où ça va arriver, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'est plus inapte. Et que là, ben, il y a un tiers de confiance, donc vous allez parler. D'abord, le tiers de confiance, je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit proche quand même pour voir l'évolution de la personne, et non pas qu'il reste à. Ça, c'est sûr. Mais si la personne est inapte au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que là, dans sa démarche, dans son attitude, elle dit je veux vivre. Ça, c'est une excellente question parce que ça revient souvent. Effectivement, encore une fois, ma seule réponse à ça, c'est qu'on sait qu'on a un patient qui a été mort devant nous. Alors, même s'il dit qu'il veut vivre, qu'il veut chanter, qu'il veut aller faire de l'opéra, qu'il veut faire du ballet, ça n'a aucune importance. Moi, je vais écouter ce que le patient me disait parce qu'il veut vivre. Et ça veut dire quoi dans sa tête? Qui suis-je, moi, pour décider que ce patient-là, qui est monsieur Lebon? Qui suis-je pour décider que ce patient-là ne veut pas? Alors, ce qu'on va faire, l'aide médicale à mourir, c'est un soin. Si le patient est vraiment très, très rébarbatif, ben, on est plusieurs à penser exactement la même chose. On va lui donner une sédation pour diminuer son anxiété et le calmer. C'est un soin. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que la loi est récente. Il faut que le patient soit apte pour faire sa demande anticipée. Donc, aujourd'hui, en novembre 2025, 1 an après la loi, comme c'est une maladie, des maladies qui évoluent lentement, il y a eu très peu d'aide médicale à mourir qui ont été faites parce que c'est chez certains patients qui évoluent vite. Et les quelques-unes qui ont été faites n'ont pas posé de problème jusqu'à maintenant, à ce que l'on sache. Mais bien sûr, en 2026, les autres années, on va en avoir plus et on va progressivement s'habituer à toutes ces choses-là et à répondre aux questions. Oui. 2 petites questions rapides. La première, c'est le DMA, le directive médicale anticipée. Une fois qu'on a complété le formulaire, ça s'en va à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Nous retourne une confirmation comme quoi qu'on est inscrit. C'est ça.
Ma question est, quand on arrive à l'hôpital, est-ce que le médecin automatiquement va voir ça? C'est quoi, là? Puis c'est-tu partout au Québec? Ou c'est plus Non, pour ce qu'on demande? non, le dossier va directement à la RAMQ, c'est dans le DSQ, à la grandeur de la province, dans tous les bureaux de médecins, dans tous les hôpitaux partout. Maintenant, l'autre partie de votre question, est-ce que tous les médecins ont le réflexe? Non, absolument pas. Progressivement, maintenant, ça commence à se savoir. Puis si le médecin ne sait pas, au moins l'infirmière au triage, il y a quelqu'un qui va y penser quand on va le transférer. Mais encore une fois, la décision ne se prend pas quand le patient met les pieds à l'hôpital, là, sauf cas très, très particulier. Là. Mettons qu'un patient a un Alzheimer, mettons qu'il est rendu dans un CHSLD. Puis mettons que, parce que dans les CHSLD sont obligés de l'amener à l'hôpital s'il se passe quelque chose. Puis là, le patient est accompagné de sa famille. Ils vont dire non, 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 là, on arrête là toutes les choses. Ben là, ça se peut qu'il y ait des discussions avec l'équipe traitante. Puis là, quelqu'un va dire allez voir dans son DSQ parce qu'il avait fait ses directives médicales anticipées. Ce que je vous suggère pour tous ceux qui font leurs directives médicales anticipées, gardez-en une ou deux ou trois copies, puis donnez-en à vos proches pour qu'ils ou elles le sachent. La deuxième. À votre médecin aussi, mais le médecin, ça ne donnera pas grand-chose. Si c'est votre médecin au bureau, et qu'il vous arrive à quelque chose samedi soir, ben, même si votre médecin a le document, comme le notaire, ça ne donnera rien. Mais votre médecin, au moins, va être au courant. Puis si jamais il fait lui aussi de l'urgence à l'hôpital, ça arrive souvent, là, ben, il va le savoir de l'urgence. Oui. La deuxième petite question, c'est que j'ai un certificat dans le code d'inaptitude, mais qui date de plusieurs années. Oui. Est-ce qu'il est toujours bon ou il faut faire un mandat de protection? Ben, vous avez un certificat d'inaptitude pour vos proches? Pour moi-même, quand j'ai complété, puis j'ai nommé telle personne là, en code. Si vous devenez inapte, ben, normalement, oui, mais tant que vous êtes apte, ça ne posera pas de La grand-chose. question, est-ce qu'il faut que je fasse faire les nouveaux? Parce que là, on ne parle plus du certificat en code d'inaptitude, on parle plus du mandat de Mandat protection. d'inaptitude, oui. Ça, c'est plus une question notariale. Mais à mon avis, si vous avez déjà fait un mandat d'inaptitude comme ça, il est toujours bon en principe si vous arrive quelque chose. Okay. Merci. Oui, et oui. Monsieur Lamont. Ben, vous avez une bonne voix, ayez fort. Bon, mais, et, dans mes proches, il y a une personne qui a eu une médicale à mourir, puis deux, la célébration relative. OK? Ça m'a semblé. Ben, il y a une médicale à mourir, il y a un processus, etc. Mais dans les deux cas de célébration relative, Mettez le micro plus proche de votre bouche. dans les cas de célébration relative, j'ai pas vu ou entendu un processus. C'est comme dans un cas, le médecin il a dit bon, ben, regarde, on ne fait pas les scans américains, on fait la simulation relative, et l'autre, ça peut prendre un moment. Mais c'est moi. Ben, en fait, c'est le patient qui décide ce qu'il veut. Oui, Soit l'aide médicale à mourir, soit la sédation palliative fonctionnelle. c'est pas une autre cas. Ben, quand vous êtes rendu à cette étape-là, c'est le patient qui décide de ce qu'il veut. OK. Il n'y a pas un médecin qui vient. Non, 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 c'est pas le médecin qui décide. L'aide médicale à mourir ou la sédation palliative continue ou les soins conformes, c'est selon ce que le patient désire. Ouais. Ah, ben, pour la sédation palliative continue, de toute façon, les patients sont déjà en soins palliatifs la plupart du temps. Donc, ils sont déjà suivis par une équipe. Moi, je vous le donne le micro. Ils sont déjà suivis par une équipe, donc ça a été discuté entre eux. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant ben, tiens, un matin, on m'a demandé l'aide médicale à mourir. C'est un long processus qui est toujours très réfléchi. Oui, la question concerne la demande anticipée pour la maladie d'Alzheimer. J'avais entendu dire que ça prenait 3 critères pour que ça soit exécuté. Elle ne pouvait pas dire à la personne juste un critère, mettons, quand je vais être incontinente. Ça prend-tu 3 critères? Puis j'ai une deuxième question. Si ça prend juste un critère, la personne, ça pourrait-tu être au moment où je vais aller en CHSLD, je ne veux pas y aller, puis c'est là que ça va s'arrêter? Oui, j'ai entendu ça aussi. Non, non, absolument pas. Ça ne prend pas 3 critères, ce n'est pas une loto. Vous donnez vos.
les critères, c'est-à-dire vous nous écrivez les étapes que vous ne voulez pas dépasser. Pour ça, dans l'exemple que je vous ai montré, moi, je fais écrire à tous mes patients lorsque j'aurai atteint l'un ou l'autre de ces symptômes. C'est ça. La deuxième chose, c'était. Mais ça peut dire, je ne veux pas aller en CHSLD Oui. quand ça va être le temps. La madame dit que je veux pas en CHSLD. Est-ce que c'est une raison? Là, ça va dépendre. Il y a deux façons de voir ça. Si vous ne voulez pas aller en CHSLD, soit vous êtes encore apte à le décider, auquel cas vous pouvez demander l'aide médicale à mourir contemporaine. Vous pouvez l'avoir comme vous voulez. Dans les cas d'Alzheimer, je parle. Mais c'est parce que si vous avez un Alzheimer et que vous ne voulez pas aller au CHSLD, c'est parce que vous êtes encore apte à vivre dans votre appartement. Si vous êtes rendu à l'étape d'être allé au CHSLD, ça veut dire que vous êtes encore apte, parce qu'il n'y a personne qui va vous garder en appartement si vous êtes rendu complètement démente. Ben, ça ne peut pas être un critère pour mettre un séjour. Ben, c'est-à-dire que ça pourrait être un critère dans votre tête, mais essayez d'être un peu plus imaginatif que ceux qui vont nous contrôler. Dites, lorsque je serai plus capable de me faire à manger moi-même, lorsque je serai plus capable de faire mon lavage moi-même, lorsque je serai plus capable de, si je laisse le poêle ouvert à tout bout de champ, etc., etc. Oui. Êtes-vous capable de parler fort? Oui. On dirait. Parfait. Écoutez, je vous écoute depuis le début. Non, c'est bon. Non, mais vous changez tout ma perception. Parce que j'avais le sentiment d'aller rencontrer un médecin pour faire une demande d'aide médicale à mourir. Contemporaine, vous parlez. Exact, contemporaine. C'est un exercice de persuasion. Et quand je parlais, c'est les médecins qui vont m'évaluer, là. Parce que les avocats en cours décident devant quel juge ils vont plaider telle cause parce que, selon statistiquement l'ouverture, qu'est-ce qui me dit que le médecin ne va pas avoir une évaluation subjective de En fait, il y a juste une réponse à ça. C'est que vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a plusieurs médecins, malheureusement, qui ne veulent pas m'entendre parler. Puis ils trouvent toutes sortes de raisons. Moi, je n'ai pas le temps. Nanana. Mais en fait, le médecin, il a l'obligation de signer la demande. Point final. Une fois que la demande va être partie au CIUS, dans la région ici, là, après ça, ils vont demander à l'Espérance, puis à d'autres, est-ce que tu aurais le temps d'aller voir monsieur, madame, et ces médecins-là, ou infirmières praticiens spécialisés, d'emblée, eux autres sont habitués d'évaluer des patients. Moi, j'en ai, je ne dirais pas le nom, mais j'en ai quand même beaucoup au contraire, comme de mes collègues. Puis bon, les médecins qui font de l'aide médicale à mourir, disons, je vais dire ça de façon polie, là, pour la plupart, c'est parce qu'on écoute le patient puis on est moins frileux que d'autres. Mais dans les derniers chiffres qu'on vient juste d'avoir, l'an dernier, il y a eu 2000 médecins qui ont fait des aides médicales à mourir, tout au moins qui ont fait le premier ou le deuxième année. On est rendu à peu près 900 qui ont fait de l'aide médicale à mourir, 900 médecins qui ont fait de l'aide médicale à mourir. Puis il nous semble là-dessus peut-être 200-300 qui en font plus que les autres. Il y en a qui en font 2-3 par année. Donc, les médecins qui en font, en général, vont être ouverts à en faire plus. Cela dit, si pour une raison X, Y, Z, vous avez été évalué, puis qu'on vous dit que le premier évaluateur vous dit ben non, désolé, vous n'êtes pas admissible, vous avez tout à fait le droit de demander une autre évaluation. Bon, si vous en avez eu deux, puis trois qui disent la même chose, à un moment donné, il faut arrêter. Là. Mais si vous en avez eu un, ça m'est arrivé avec un patient qui m'a dit que vu le deuxième médecin, il m'a dit elle est rentrée dans ma chambre, dans mon appartement, puis elle m'a dit toutes sortes d'affaires, puis elle m'a dit que je n'étais pas admissible. Là, je me suis dit, regardez, on va en trouver un autre, peut-être qu'il ne s'est pas bien entendu avec. Puis, donc, c'est tout à fait votre droit, encore une fois, de demander d'être évalué. Juste caricaturé en disant, vous avez parlé des traits urinaires. Est-ce que la personne qui vous évalue va se référer en disant, oh, c'est des traits urinaires, mais juste 3 par semaine, on va attendre? Là, on parle de demande anticipée. Non, mais... Donc, pour la demande contemporaine, il n'y a personne qui va accepter l'aide médicale à mourir pour une fuite, pour une incontinence urinaire. Regardez, moi, j'ai un diagnostic de Parkinson. Okay. À la base, il y a une certaine obligation
Et faire une demande aujourd'hui, c'est pas une demande anticipée nécessairement. Non. Pour un Parkinson, vous pouvez faire une demande contemporaine, tout à fait. Mais encore là, la demande contemporaine, si on vous dit que c'est juste parce que vous avez un petit peu de difficulté à marcher, par exemple, pour un Parkinson, ça se peut très bien que le médecin on a l'obligation aussi de dire aux patients, oh, ben, écoute, il y a d'autres façons, on peut t'aider par de l'aide à domicile, etc. Mais plus le patient avance dans la maladie, plus là, évidemment, il y a d'autres éléments qui arrivent, qui tiennent en ligne, qui arrivent en ligne de compte. Le déclin irréversible et les souffrances. Donc, tout ça rentre dans le document. Oui, il faut que oui. Dans un cas de maladie d'Alzheimer qui est diagnostiquée, mettons, la maladie commence à s'installer, tu sais, il y a un petit peu de problème. Comment va se faire l'évaluation de l'attitude de la personne à faire une demande anticipée? On a monsieur demande comment on fait l'évaluation de l'aptitude. En fait, on a ce qu'on appelle des facultés cognitives, on a des critères. Le premier étant les critères de la Nouvelle-Écosse, qu'on appelle avec 4 autres types d'évaluation. Ça fait que c'est comme ça qu'on le fait. Tout simplement, on passe au travers d'un petit questionnaire là, pour voir si le patient est apte. C'est ça la démarche. Là, le médecin de famille? Ça peut être là. Ben non, pour la demande anticipée, ça va être le médecin qui fait l'évaluation. Oui. Je ne sais pas. Vous dites qu'il y a 7,9%. Non, on va mettre le micro pour que les gens puissent, ceux qui sont en ligne aussi, puissent entendre la question. Bon, vous dites qu'au Québec, il y a 7,9% de demandes d'aide à mourir. D'accord? Pas de demande, mais je veux dire de décès. Et on dit qu'on est plus nombreux qu'en Europe. Est-ce vrai ou faux? Première question. Ma deuxième question, moi, j'aimerais savoir, des médecins, vous êtes formés justement pour garder les gens en vie. Alors, comment vous vivez après? Moi, ça m'interroge beaucoup. Ma troisième question, est-ce que vous vivez dans le bas du fleuve et pratiquez là-bas? Parce que moi, je viens de cette région. Oui, ça, c'est l'enfant. C'est le soleil. Ouais. Comment on dit ça? Ça dépend des médecins. Mais comme neurochirurgien, j'ai fait toute ma vie, comme des collègues urgentologues puis intensivistes, c'est-à-dire on passe notre vie à avoir des patients qui sont très malades, puis j'ai débranché des patients, puis à parler avec les familles, etc. Donc, on vit là-dedans. Fait que moi, j'ai aucun problème avec ça. Ne serait-ce que parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand le patient nous regarde en souriant, puis qu'il nous dit merci beaucoup, docteur, c'est pas notre récompense. Je veux dire, en fait, la satisfaction est là parce qu'on est là pour nous. Donc, oui, c'est vrai qu'on est formé pour soigner, mais on est formé pour justement soigner, écouter, puis guérir quand on peut. Les docteurs qui pensent qu'ils peuvent tout guérir, là, ils sont mieux de changer de job, parce qu'on est là d'abord pour écouter et soigner. Et soigner, ça veut dire aussi écouter un patient puis de l'accompagner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Saint-Laurent, mais ça, c'est correct. Et c'était quoi votre première fois? Comment on le vit? Avec le comté. Est-ce que c'est vrai que l'aide à mourir est pratiquée? Oui, c'est vrai. Madame demande si c'est vrai que les chiffres au Québec sont plus élevés qu'en Europe. Quand on parle d'Europe, on parle des Pays-Bas, de la Belgique et puis du Luxembourg. Non, la Suisse, c'est du suicide assisté. C'est pas la même chose. Il y en a moins parce qu'il faut que les gens soient capables, eux autres mêmes, de se faire ça. Par ailleurs, en Belgique et aux Pays-Bas, la loi n'est pas la même. Ils ont autour de 4 de décès par aide médicale, mais les lois ne sont pas du tout les mêmes. Nous, ici, on a une loi qui est plus progressiste et qui est plus encadrée aussi. Donc, moi, la réponse que j'ai faite à ça depuis des années, quand les journalistes appelaient, disaient, c'est bien effrayant, au Québec, on est les champions du monde d'aide médicale à mourir, ça n'a pas de bon sens, 5 L'an dernier, c'était 7 Je leur réponds, c'est quoi le chiffre normal? Parce que, je vais vous dire un petit secret à madame. C'est ça. C'était pas aux autres. Ça avait entendu. La vie, c'est une maladie mortelle. Transmise sexuelle.
À 100%, on va tous mourir. Fait qu'autant mourir dans des bonnes conditions. Oui. Comme environ 900 000 personnes n'ont pas de médecin de famille, est-ce que les IPS, travailleurs sociaux, IPS, travailleurs sociaux, ergo, peuvent évaluer un patient? Tout professionnel de la santé peut signer la demande, Oui. mais ceux qui peuvent évaluer les patients, c'est les médecins et infirmières praticiennes spécialisées. Mais ça n'a pas d'importance que vous ayez ou non un médecin de famille. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un médecin qui fait de l'aide au IPS, qui fait de l'aide médicale, et qui va vous évaluer. Votre médecin de famille ou tout autre médecin ou tout professionnel de la santé a l'obligation de signer la demande pour vous et de l'envoyer. OK. Oui, oui. Est-ce que vous aussi? OK. Moi, je trouve ça important, la question de l'aide, là, quand on lui a demandé je vais jamais dans le CHSLD, j'ai rien contre l'autre, même que je vais faire de la place plutôt qu'attendre. Hein? On les envoie à quoi de course, là, c'est pas bon. Ensuite, que je ferais ça, gentiment, mais pourquoi c'est pas un critère? Parce que pour aller à CHSLD, ça prend 15 points. On va dire tout en 2014, 10 points. Est-ce que mais ça, c'est concret, ça? Oui, vous avez raison, mais au lieu d'écrire que vous voulez l'aide médicale à mourir, quand vous allez aller en CHSLD, écrivez les étapes de la maladie qui vont vous amener en CHSLD. Parce que ça prend des étapes cliniques. J'aimerais savoir quand vous faites une aide médicale à mourir d'une personne qui est un couple incestivable. Est-ce que vous dites bonjour madame, c'est ce matin qu'on donne un médicament à mourir? Ou bien donc, si vous dites rien, ça passe pour un vaccin, tiens. En fait, on peut très bien lui dire, maintenant que la personne le comprend, personne ne le saura jamais. Puis on peut lui dire de la même façon que, peut-être moins les médecins, on n'a pas été formés comme ça, mais les infirmières vont souvent parler à des patients comme à eux, les soins intensifs, puis ils ont été formés comme ça parce qu'ils disent qu'on ne sait pas s'ils nous entendent. Vraisemblablement qu'ils nous entendent comme médecins, mais par ailleurs, c'est un élément, disons, d'humanité de parler aux patients. C'est la même chose pour un patient qui est dément, qui on va donner l'aide médicale à mourir, ben, c'est tout à fait normal de lui parler comme s'il était apte. Sinon, ça fait un peu trop technique. Mais s'il comprend, ça, on ne le saura jamais. Oui. Si on demande l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on on peut faire le don d'organes? Mais est-ce qu'il y a un âge pour donner nos organes? Ça dépend de l'âge des organes. Les gens de Transplant Québec, c'est eux autres qui vont évaluer ça. Puis il y a des gens qui ont donné leur foie, par exemple. Il y a déjà des études qui ont été données là-dessus, à un âge avancé. Là, on parle de 75-80. Fait que ça dépend vraiment de la qualité de l'organe en question. Merci. Je veux savoir si. Mettez le micro devant votre bouche. Je veux savoir si un jour, je ne sais pas, un critère vous demandez l'aide à mourir. J'ai une cousine de 104 ans, elle est en très bonne santé, mais les années de C'est une excellente question. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Posez-moi au pied, exactement. En fait, là, c'est le valeur, on est enregistré. Ah, ben attendez. Mais la réponse à ça, c'est que, écoutez, à 100 ans, on peut trouver des maladies. Là. Puis il y a aussi ce qu'on appelle, c'est moins connu au Québec, en Europe, c'est accepté, c'est le syndrome de fragilité. Des gens qui sont sur une pente descendante, pas forcément au point de vue cognitif, mais à tout point de vue. Donc, mais si une personne est en excellente santé, qu'elle ne prend pas une seule pilule, puis que son seule affaire, c'est qu'elle a 102 ans, si on ne trouve même pas une hypertension ou quelque chose, normalement, elle n'aurait pas le droit. Mais écoutez, les gens qui sont rendus à cet âge-là, qui ont une maladie, même si la maladie est traitée. Mais vous avez raison. Maintenant,
on ne fait pas plus de faire en tirant dessus. Fait que, déjà au Québec, on a une loi qui est quand même très progressiste. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on verra. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça devrait être le choix de chacun de dire j'arrête là parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie. Maintenant, peut-être qu'on peut dire ce que je n'ai pas dit, hein, mais on n'est pas encore arrivé là. Mais comme disait un magnifique docteur, qui est maintenant très âgé, c'est pas la vie qui est sacrée, c'est la personne qui est en vie qui est sacrée et qu'on doit respecter. Fait que si la personne a 102, 103, 104, comme souvent me dit, je me réveille tous les matins et je me demande comment ça fait que je suis encore en vie. Mais peut-être qu'à un moment donné, on devrait réfléchir comme société, puis comme individu, puis comme législateur, puis se demander qu'est-ce que ça donne. Parce que de toute façon, 100% des gens vont mourir. Fait qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre vraiment jusqu'au bout de détérioration complète? Là, je ne parle pas du tout d'économie et d'argent, je ne parle absolument pas de ça. Je parle de la personne elle-même qui en a assez. Fait que, est-ce qu'on va arriver là? Peut-être. Mais c'est pour moi qu'il faut au gouvernement faire des. Mais il n'y a rien qui empêcherait de discuter de ça progressivement au fil des années. Tout à fait. C'est encore une question, oui, madame. Et moi, j'ai une question. On n'y arrivera jamais. Allez-y. Je vais avoir une copie de la présentation que vous avez faite. À quelle place je peux la trouver? Ah, madame Charlène. J'ai mis une table à la sortie où vous allez pouvoir inscrire votre courriel avec votre nom, avec le papier que M. L'Espérance vous donne, et puis la petite boîte de dons, si vous voulez aussi. Donc, tout est à l'extérieur. Quand on n'a pas de courriel. Pas d'adresse. Oui, nous, j'ai rempli Sur la feuille, on va rajouter de votre les numéro de directives téléphone. médicales anticipées. Mais ce que je me demande, c'est j'ai un accident demain matin. Et suite à l'accident, ils n'interviennent pas, mais je ne suis plus apte à prendre des décisions. Je fais. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais vos directives médicales anticipées, c'est fait pour ça. C'est quand vous n'êtes plus capable de donner votre opinion. C'est fait pour ça. Vous êtes dans le coma, vous êtes inapte, quelle que soit la raison. Mais c'est fait pour ça, les directives médicales anticipées. Je demeure OK paraplégique, mais je ne suis pas. C'est sûr. Mentalement. Ben, si vous êtes paraplégique et que vous êtes apte, vous pouvez prendre vos décisions vous-même. Si vous n'êtes pas apte, ben là, c'est pour ça qu'il faut faire vos directives médicales anticipées. C'est à ça que ça sert. De protéger, exactement. Souvenez-vous le tableau que j'ai mis, là, j'ai pas de maladie, etc. La première chose que dans toutes les colonnes, dans toutes les lignes, c'est faire vos directives médicales anticipées. Comment? Ben, vous êtes mieux de garder avec vous, mais surtout d'en donner à des gens autour de vous, des familles. Ça va? Est-ce qu'on prend une dernière question? Est-ce qu'il y avait une dernière question? Il n'y avait pas de question à dire. Oui. Ah non, non, ben, que je voyais le monde commencer à bouger, il y avait des questions. Moi qui reste comme ça. Une personne qui a beaucoup de souffrance, qui est à la clinique de douleur, est-ce que cette personne-là, à un moment donné, peut demander l'aide médicale à mourir? Elle est jeune et elle a une opération, radiothérapie, etc. Et c'est une maladie qu'on voit, vous devez connaître ça, c'est la névralgie du nerf du jumeau. Est-ce qu'elle aurait droit à l'aide médicale à mourir? Oui, si elle a eu des traitements, elle a eu une chirurgie de la névralgie du jumeau, normalement, ça fonctionne assez bien pendant au moins quelques années, mais pas toujours. Et si les médicaments ne font aucun effet, pour les syndromes douloureux, ils sont admissibles à l'aide médicale à mourir, mais il faut avoir une cause en dessous. Il faut avoir eu quand même plusieurs traitements. Bon, en tout cas, il faut évaluer la personne. C'est pas qu'elle est éligible automatiquement, là, mais il faut l'évaluer. Mais ce n'est pas du tout une raison de non-souffrance.